faut savoir qu'en tant qu'avocat, quand je veux voir un gars à la prison, dans les premières minutes, son comportement, son faciès, sa façon d'être, je sais s'il a fait de l'argent ou il n'a pas fait de l'argent. L'ancienne génération, ils ont un énorme respect envers l'avocat. Et il sait qu'il a besoin de toi. Donc c'est une question de respect. Si tu fais l'imbécile ou tu le laisses faire l'imbécile, il va te menacer. J'ai chaque fois cherché, c'est Nietzsche qui disait, il y a une capacité innée de s'autodétruire. Hein. Et en vrai, c'est ce que j'ai fait. Je vais le voir en prison et je dis, monsieur, vous êtes quand même bien au courant que dans le camp adverse, j'ai déjà défendu un gars qui a tué un de vos gars. Si je suis arrivé avec des parents analphabètes, en ayant un passé de substances illicites et que j'ai recommencé à 24 ans, c'est la preuve que tu peux y arriver. Ouais. Le type me regarde, me dit, quand même con. Hein. Je dis, comment ça? Il dit, est-ce que tu penses qu'on a souvent fait des cadeaux à ton père? C'est sa façon de dire je t'aime. Il va pas te prendre dans les bras. C'est moi qui ai imposé la bise à mon père. Ami Delabouty, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on va se plonger dans ton univers qui est le droit pénal, le droit criminel. On va parler de ton métier, on va parler un petit peu des affaires, un peu des anecdotes que tu as par rapport à ton métier. On va aussi parler de ton parcours, ton histoire, qui est vraiment très inspirant. Et aussi, qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à défendre des personnes devant les tribunaux. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es avocat au barreau de Bruxelles depuis 2004, spécialisé en droit criminel et en droit de la circulation. Alors, pour poser les bases, peux-tu nous expliquer en quoi consiste exactement ton métier et sur quel type d'affaires tu travailles? Moi, je fais droit de la circulation, mais aussi droit pénal, criminel, procédure pénale, majoritairement. Donc, je vais plutôt vous parler de ça. La circulation routière, ça, tout le monde a compris. Ouais. Parce qu'il y a un excès de vitesse, une infraction de la route, on va devant le tribunal de police, on prépare un petit dossier de personnalité. La personne risque, la plupart du temps, un petit retrait de permis, un petit passer l'examen théorique, pratique. Petit. Voilà. Avec toi, ça reste toujours Oui, petit. c'est petit. Enfin, je veux dire, entre le gars qui... Moi, quand les gens viennent chez moi, ils me disent oui, mais maître, voilà. Ah, vous faites aussi ça. Parce que quand ils voient du roulage, ils se disent il fait un excès de vitesse. Ouais. Est-ce que vraiment il va faire un meurtre ou quelque chose comme ça? Et donc, moi, je dis monsieur, ça va depuis celui qui a brûlé un feu rouge jusqu'à celui qui a enterré sa femme dans le bois. Hein. Comme ça, c'est très Ok, parlant. Donc, ça peut être, monsieur, le roulage, c'est aussi une infraction. Quelqu'un qui brûle un feu rouge, c'est une infraction pénale. Évidemment, c'est beaucoup moins complexe. Pourquoi? Parce que tu as brûlé un feu rouge, il y a un flash, il y a la plaque, il n'y a pas beaucoup de débat. Ouais. Sur la personnalité, monsieur, pourquoi est-ce que vous avez besoin de votre permis? Ben, moi, je travaille. Il y en a souvent qui disent, oui, mais maître, il faut absolument éviter un retrait de permis. Je dis, monsieur, dans la loi, le minimum, c'est 8 jours. Donc, 8 jours de retrait, vous allez les avoir. Moi, je vais me battre pour pas que vous ayez à repasser vos examens. Ah, mais quel examen? Bah, théorique, pratique, psychologique et médical. Ah ouais, quand même. Et moi, j'ai passé mes examens il y a 50 ans. Ouais, monsieur, mais voilà, il fallait pas faire 82 au lieu de 30, quoi. Il y en a qui viennent chez moi, ils te donnent le papier comme ça pour l'excès de vitesse. Je dis, ouais, voilà, un excès de vitesse. Je regarde, je dis, ouais, enfin, quand même, monsieur, 110 au lieu de 30, on peut pas, quoi. Et alors, ce qui est magnifique, on apprend toujours en pénal, le premier adversaire, c'est ton client. Un exemple, monsieur, c'est une zone 30, vous pouvez pas? Ouais, mais c'est le samedi soir, il y a personne, il y a pas d'enfants dans la rue à cette heure-là. Hein. Ouais, ça va pas être bien, monsieur, devant le tribunal. Hein. Ouais, mais il faisait nuit, il y a personne, je gêne personne, il y a pas d'enfants. Hein. Non, monsieur, non, ça ne va pas aller, donc il vaut mieux dire je m'excuse. Effectivement, j'ai dépassé la vitesse. Voilà, enfin, c'est drôle, mais on va dire que à mon niveau, il y a des collaborateurs qui vont plaider ça. À mon niveau, je reçois toujours le client. Mais dans un tribunal de police, un excès de vitesse ou j'ai franchi la ligne blanche ou j'ai le GSM au volant, faut avouer que c'est pas très passionnant. Ce qui est passionnant, c'est de trouver un vice de procédure, c'était pas le bon flash, etc. Et donc ça, c'est magnifique parce que quelqu'un qui, effectivement, a fait 240 au lieu de 120 et que Maître Labouty trouve le joker en disant oui, monsieur, mais voilà, enfin, le flash, il était pas bon. Le gars, évidemment, super content. Il me dit ah, merci, maître. C'est comme ça qu'on fait une réputation. Pendant longtemps, j'ai joué la prescription. La prescription, à l'époque, c'était applicable. Tu peux nous expliquer un petit peu la prescription? Ouais, c'est devenu beaucoup plus compliqué parce que la prescription, qu'est-ce que c'est? C'est le temps qui s'écoule entre la commission de l'infraction et l'infraction elle-même. Ok. Alors, à l'époque,
c'est encore le cas aujourd'hui, mais les délais ont été rallongés. Comment est-ce que j'ai été beaucoup connu en matière de roulage? Parce que vous deviez savoir que toutes les infractions de roulage étaient prescrites par 1 an. C'est-à-dire que si entre la date de l'infraction et le dernier tribunal, j'avais obtenu 1 an, l'infraction était prescrite, elle n'existait Hmm. plus. Un peu plus compliqué, c'est que le délai peut être prolongé d'une fois 1 an. Donc ça vous fait 2 ans au total. Il y avait une lacune du législateur, c'est qu'en fait, cette prescription était valable pour toutes les infractions. C'est-à-dire que celui qui avait conduit sous des chances, c'est-à-dire qui avait été condamné par un tribunal à ne pas conduire pendant 6 mois, et que malgré ces 6 mois, il avait conduit, l'infraction était quand même prescrite par un total de 2 ans. Donc toutes les infractions, feu rouge, excès de vitesse, 300 à l'heure, etc. Donc c'était prescrit par 2 ans. Donc qu'est-ce que Maître Lamouti il faisait? C'est qu'on faisait d'abord défaut, c'est-à-dire qu'on n'y allait pas. Ah, Ensuite, on attendait recevoir le jugement, ça s'appelle une signification du jugement par huissier dans la boîte aux lettres, le temps qu'il vous trouve. Ensuite, on faisait opposition et donc on revenait devant le premier juge lui raconter une autre histoire. Par conséquent, après, il faisait appel. En appel, première fois, on n'y allait pas. Comme on n'y allait pas, c'était de nouveau un défaut. Et donc, il fallait re-signifier le jugement, faire opposition, revenir en appel. Donc, en gros, défaut, opposition, appel, défaut, opposition. Quand je faisais ça, quand j'arrivais à la dernière audience, les 2 ans étaient passés. ah ouais, ouais, Et ouais. donc, les gars, ils arrivaient comme des champions du monde en disant rien. Ou les gars, ils venaient avec les menottes, on lui retournait les menottes. Et donc, je disais bravo, maître Lamouti. Et ça a tellement pris une envergure que j'ai plus su contrôler qu'au cabinet, je voyais même plus les clients. Ils venaient, ils mettaient leur numéro de GSM, alors ils déposaient la citation dans la boîte aux lettres. Et ce qui rendait les choses encore plus magnifiques, c'est que quand c'est une infraction de la route, vous devez savoir que vous avez la protection juridique Ouais. dans votre assurance. Donc l'assurance vous donne une PJ, protection juridique. En gros, un excès de vitesse, tu payes pas Tu payes l'avocat pas. et tu n'as rien. Donc une fois que ce message-là, il est passé un peu dans les quartiers, ben, je dirais les citations, les convocations, il pleuvait dans ma boîte aux lettres. Ce qui n'a finalement pas été une bonne chose par après parce que les gens, les règles sur la prescription ont changé et je les ai prévenus, mais eux, ils ont continué. Ah ouais, ouais. Donc j'ai comme ça un gars qui m'a perdu de vue et qui a continué à faire l'imbécile. Et à un moment donné, il a eu 65 infractions. Il a pris 9 ans de prison, quoi. Et donc il vient chez moi, il me dit oui, mais maître, oui, mais monsieur, la prescription, c'est pas à vie. Enfin, je veux dire, c'est pas la Rolex en or pour toute ta vie. On est resté en contact avec l'avocat. Donc ça, on a beaucoup fait. Et après, évidemment, c'est un peu, j'ai envie de dire, spécialisé, professionnalisé. Pourquoi? Parce que c'est le jeu du chat à la souris avec le parquet. Et donc, ils se sont rendus compte à un moment donné qu'on exécutait ça et qu'on appliquait, on va dire, cette procédure, on la menait comme ça à terme pour que finalement, dans l'intérêt du client, toujours. Ouais. Après, on a eu quel problème? On a eu quelques problèmes, le ministre de la Justice, etc. Parce qu'il dit, oui, mais bon, vous êtes en train de donner un blanc-seing aux chauffards, vous êtes en train d'encourager les chauffards à écraser les enfants. Ben, ça, Ouais. non. Donc, je veux dire, nous, on fait notre travail. On va voir qui joue avec quoi. Dire quelqu'un qui fait 45 à l'heure, faut pas lui retirer le permis pendant 15 jours et lui coller 2000 € d'amende. Ouais. Non plus en vrai. Donc, on faisait ça avec la part des choses. Et ce qui se passe, ils ont voulu adapter évidemment les règles. Et donc, je vous la donne en mille. C'est qu'à un moment donné, ils se sont dit, quand la personne elle a reçu la citation, quand l'huissier est venu sonner, vous savez bien que tous les criminels, entre guillemets, ou tous ceux qui sont un peu, je veux dire, aguerris, ils savent très bien qu'il faut jamais signer un document. Et Ouais. donc, quand le petit huissier avec son costume, là, ça rappelle les 3 frères, donc il arrive et dit, voilà, monsieur, la citation, mais le gars, il signe pas. Comme il n'a pas signé, il n'y a pas de preuve qu'il a reçu le document. Et donc, il peut ne pas aller à l'audience, etc. On faisait opposition. À un moment donné, ils se sont dit, ça ne va pas. On va changer la règle. L'huissier qui a assermenté, il vient, il sonne chez vous, vous descendez. Bonjour, vous êtes bien, monsieur, pour pas citer... oui. Ok, ben voilà, monsieur, un papier pour aller en justice. Et le gars dit, ouais, moi, je signe rien. Et l'huissier, non, mais vous n'avez pas signé, monsieur, voilà le papier. Mais dès que l'huissier a dit, le gars est descendu, il s'est présenté comme, et je donne le papier, c'est lui. Ah ouais. Et donc, du coup, quand il allait, à ce moment-là, quand il avait reçu le papier, il ne pouvait plus faire défaut. C'est-à-dire qu'il était obligé d'aller à l'audience. S'il n'allait pas, on ne pouvait pas faire opposition, etc. On pouvait faire que appel. Donc, D'accord. on Ouais. perdait un degré de juridiction. Évidemment, on n'arrivait pas à avoir notre délai de 2 ans, parce que le but des délais de 2 ans en prescription, c'est d'être de la mauvaise foi absolue, la Ouais. plus totale. Et donc, ils ont commencé à un peu à adapter les règles. Ok. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'ai informé mes clients. J'ai dit, vous allez à un huissier qui allait arriver. Il y a un huissier de justice qui va un jour arriver chez vous.
Il va sonner, vous allez descendre. Les gens, vous êtes bien, monsieur Untel. Le type, il a tué personne. Il va dire oui, c'est moi. Il reçoit le papier et les chocolats. Et donc, à ce moment-là, moi, j'ai informé les clients. Je dis voilà, monsieur, si vous déclinez votre identité que c'est vous, à ce moment-là, la procédure, je ne vais pas pouvoir la jouer comme je voulais. Et alors là, il y en a qui ont fait preuve de pas mal d'imagination. C'est-à-dire que quand l'huissier est arrivé chez eux, vous êtes bien, monsieur. Non, je suis le Non. roi du Maroc. Et donc, l'huissier de justice, il avait et le roi du Maroc et le prince d'Algérie, etc. Et quand moi, j'arrivais à la fin de la procédure, ah merde, vous avez une belle clientèle, hein. Vous avez le roi du Maroc. Ouais, mais ça, je ne leur ai pas dit. Hein. Les gars aussi, ils ont fait n'importe quoi. Oh Hein. putain. Et donc, voilà, ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que les délais ont été rallongés, c'est 4 ans maintenant. Ah ouais, 4 ouais. ans, on les a jamais. Mais j'ai été très connu par rapport à ça. Il y avait des titres dans les journaux et 240 à l'heure sur l'autoroute et acquitté, tu vois, etc. Donc les gens ils disaient, le gars, il est magicien, quoi. On ne doit pas le payer et on peut faire ce qu'on veut en roulage. Mais tu as eu aussi l'histoire des éthylotests. Tu as été le premier à vraiment trouver un vice Ouais, dans ce domaine-là. l'éthylotest, ce qui s'est passé avec l'éthylotest, c'est qu'en fait, ils avaient besoin l'erreur de la police ou des autorités, c'est qu'en fait, ils avaient pris le même éthylotest qui faisait, sauf erreur de ma part, qui faisait en même temps pour l'alcoolémie et pour les stupéfiants. Ouais. Sauf qu'il faut 2 programmes différents. Et donc, à un moment donné, le software qui était rentré en vigueur, et bon, il faut savoir aussi qu'en Belgique, vous avez des circulaires, enfin, il y a 10 000 normes différentes. Parfois, nous, on ne s'y retrouve pas entre un règlement, entre une ordonnance, entre ci et ça. Et donc, tout le monde était un peu perdu. Les premiers, les policiers, évidemment. Et donc, il s'avérait que pour mettre en vigueur, mettre en tout cas en œuvre ces isolotests, il fallait que ça soit confirmé par arrêté royal. Or, Ok. l'arrêté royal n'existait pas encore, mais le test existait. Et donc, ils ont fait souffler les gens dans les appareils qui n'étaient pas homologués par le droit. Et Donc, donc, tout ça, a sauté, évidemment, quoi. ouais, donc ça, évidemment, on ne peut Ouais. pas. Et donc, c'est là que j'ai sauté sur l'occasion pour dire, ben non, ces éthylotests ne sont pas légaux, c'est pas valable, la procédure n'est pas respectée. Évidemment, tout le monde avait bon, puisque j'avais des gars, hein, notamment des Polonais, on Ah pourrait les ouais. citer. Hein, Je suis à moitié polonais, je connais oui, bien. je me rappelle, monsieur, comment est-ce que vous avez 2,5 g, monsieur, dans le sang? Vodka. Bon, Vodka, c'est-à-dire, oui, mais c'est pas 2 verres, ça? Combien vous avez bu? Et le gars me dit, 2. 2 quoi? Ben, 2 bouteilles. Tu bois 2 bouteilles et tu roules en voiture, parce que ça va pas, comment t'es debout? Je me rappellerai toujours de l'audience, on est arrivé, le proc, il a dit, ici, on a un rescapé, parce que, monsieur, venez ici. Vous savez qu'avec autant d'alcool dans le sang, vous devriez être mort, en vrai. Donc voilà, et donc quand tu avais ça, polonais ou autre, et qu'il y a beaucoup de consommation d'alcool et que tu peux faire sauter la procédure des récidivistes, etc. Oui, alors j'ai eu beaucoup de réflexions négatives ou bah on ouais. va dire, de chasse à l'homme, parce qu'ils disent oui, mais maître, vous rendez compte que vous laissez des criminels sur la route, ci et ça. Et alors, pour les personnes qui regardent l'avocat dans le blanc des yeux et qui disent que c'est une question bateau, oui, mais maître, ça vous dérange pas que vous savez très bien que le criminel, il a vendu des stupes ou il a tué et vous allez chercher un vice de procédure pour le libérer. Alors que vous n'avez pas d'état d'âme, quelque part, il est coupable. Hein. J'ai une fois, je ne sais plus citer quel avocat a expliqué ça, mais comment on explique ça aux gens ou comment moi je réponds à cette question-là? Je dis d'accord, madame, monsieur, pas de problème. Imaginons qu'un jour, votre fils, il a écrasé une gamine sur un passage pour piétons et qu'il risque 10 ans en prison et que j'arrive, par mon analyse de la procédure, à trouver un vice de procédure comme quoi la procédure n'était pas en ordre. Votre fils de 19 ans est en prison. Il a un enfant, il a une femme, il a peut-être un travail, il est en prison. Vous venez me consulter, je demande les honoraires, vous payez les honoraires. Je lis le dossier, c'est votre fils. Je trouve un vice de procédure qui libère votre fils dans l'heure. Je suis votre avocat. Est-ce que vous allez me demander de faire semblant de ne pas avoir vu le vice de procédure? Parce que quand c'est pour libérer votre fils, on peut faire appel à Maître Ouais. Laboutie. Quand c'est pour laisser le trafiquant en prison, ça, personne comprend. Donc, c'est un discours qui est faux. Parce que, pour vous donner un autre exemple, moi, j'ai défendu des bandes urbaines qui s'entretuaient à coups de couteau à Bruxelles. Et j'avais défendu un type qui avait tué quelqu'un d'une bande adverse. Voilà, j'obtiens un bon résultat, 5 ans avec sursis. Il a fait 8 mois.
Donc c'est par coup de couteau, il tue quelqu'un sur la place Anne-Essens, qui est bien connue à Bruxelles. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir qu'en représailles de ce meurtre, 2-3 ans plus tard, donc c'était les 11-40 contre les Versailles, quelques années plus tard, pardon, un membre des Versailles a été tué un membre des 11-40 en représailles du meurtre qu'il y avait eu précédemment. Donc c'est vraiment une guerre de bandes urbaines. Ouais. Je suis consulté par le gars de la bande adverse. Ok. Je vais le voir en prison et je dis, monsieur, vous êtes quand même bien au courant que dans le camp adverse, j'ai déjà défendu un gars qui a tué un de vos gars. Le gars m'a dit, maître, j'en ai rien à foutre. Si vous pouvez me sortir à moi, vous me sortez à moi. Donc, quand c'est un discours collectif et tout, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de son intérêt personnel, les gens viennent voir vous. Mm. C'est pour ça que quand les gens me disent oui, mais maître, ça ne vous pose pas un cas de conscience d'aller soulever le vice de procédure alors que le gars est coupable, parce que ça, il voit d'un regard extérieur. Ouais. Mais si ça arrive avec votre fils, est-ce que je vais faire semblant de ne pas avoir le vice de procédure pour pas libérer votre fils? Et alors, un prof de droit m'avait aussi, parce que c'est la question naïve que tout le monde pose, où j'avais un prof de procédure pénale, où j'ai oublié le nom, à l'université, et je vais chez lui. Et je lui dis, bah, écoutez, quand il y a un vice de procédure, c'est quand même scandaleux que vous trouvez ça normal. Et il me répond à la question par une question. Il me dit, bah, monsieur, vous aimeriez bien qu'on vienne chez vous demain faire une perquisition à n'importe quelle heure? Je me dis, le gars, il répond pas à ma question. Je dis, oui, mais c'est normal, c'est moral d'invoquer un vice de procédure alors que le gars, il a tué les coupables. Vous aimeriez bien qu'on vienne chez vous, mandat de perquisition? Et je dis, bah non. Il me dit, bah, il y a des règles. En fait, l'avocat pénaliste, il défend la rigidité du principe. Pourquoi? Si pour un trafiquant, on ne peut pas faire de perquisition après 6 heures du matin, on ne peut pas la faire non plus pour le citoyen, j'ai envie de dire, normal. Mm. Si du jour au lendemain, on considère qu'il n'y a pas de règles pour les perquisitions, demain, il n'y a plus de, pas diplomatie, mais il n'y a plus de citoyenneté, il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien. La frontière est franchie parce qu'alors on va dire on fait perquisition, on s'en fout qu'il soit 6 heures ou pas 6 heures. Et donc, c'est-à-dire que ce que l'avocat pénaliste combat, c'est le respect du principe, quelle que soit la personne en face, qui de toute façon est présumée innocente. Ça, il ne faut jamais oublier. Et donc, si nous, on défend le principe sacro-saint de la perquisition, ils font un mandat de perquisition, je ne vais pas remplir dans des règles de procédure où parfois le flagrant délit, il ne faut pas de mandat de perquisition. Mais pour vous donner cet exemple, s'il y a des règles qui s'attachent à la perquisition, ces règles doivent être respectées pour le coupable comme pour le non coupable. Parce qu'a priori, vous êtes innocent. Si demain, si nous, on fait en sorte que ce principe soit respecté pour le gros narcotrafiquant, si cette règle est respectée pour lui, elle sera d'autant plus respectée pour vous. Mm. Donc, nous, ce qu'on défend vraiment, c'est dire la règle, elle existe et on doit la faire primer coûte que coûte. Parce que les gens, vulgairement, disent ouais, vice de procédure, tu cherches vice de procédure, et puis je vais dire aussi on cherche le vice de procédure. Pourquoi? Parce que de plus en plus, les réseaux sociaux, les GSM, etc. Je veux dire, un dossier, c'est simple. Un dossier de stup, ils ont la marchandise, les GSM, les vidéos, tout. Donc, assez vite, un client, il est coupable et pas coupable. En 10 minutes, moi, je lis le dossier, je me dis, monsieur, il y a ça, ça, ça. Vous êtes dedans. Donc, le débat sur la culpabilité, il est très réduit. Donc, je trouve qu'un vrai avocat pénaliste doit faire de la procédure pénale et doit aller chercher le vice de procédure et voir si toute la procédure a été respectée. Et de nouveau, je répète, parce que si la procédure est respectée pour un trafiquant de drogue, elle sera d'autant plus respectée pour un PDG. Si la procédure est respectée pour un Africain, etc., elle sera d'autant plus respectée pour quelqu'un qui a les papiers en Belgique ou autre. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est très important de se dire, on défend le principe pour qu'il soit respecté, quelle que soit votre couleur, quel que soit votre portefeuille, etc., etc. C'est vrai, comme tu dis, c'est une question de perception et beaucoup de gens aiment bien parler, mais ne sont pas en interne comme toi. Et toi, tu penses quoi de la différence justement en Belgique, où on a la présomption d'innocence, et par exemple les États-Unis, où je crois
tu es directement coupable et c'est à toi de prouver. Présumé coupable et tu dois Ouais. venir démontrer que tu n'es pas coupable, quoi. Ouais. Mais bon, attention, donc en Belgique, on a la présomption d'innocence, mais je vais donner un exemple très simple. La personne qui met quelqu'un en prison, c'est le juge d'instruction. Ok. En fait, comment ça se passe? Pour répondre tout à fait à la question, c'est que d'abord, vous avez commis les faits, la police vous arrête, la police demande au procureur du roi, voilà, j'ai arrêté ce gars, voilà le type de fait, qu'est-ce qu'on fait avec cette personne? Est-ce qu'il a dans ses empreintes? Donc, dans un premier, et ça c'est très important que les gens comprennent, dans un premier temps, la police arrête quelqu'un. Ils font rapport au procureur du roi. C'est le procureur du roi qui va voir la tournure à prendre Ok. par rapport au dossier. Si le procureur du roi considère que c'est très grave et qu'il veut mettre la personne en prison, il doit alors demander l'intervention du juge d'instruction. Il n'y a que le juge d'instruction qui peut mettre quelqu'un en prison et le juge d'instruction a des pouvoirs beaucoup plus étendus que le procureur. Vous avez parfois aussi, le procureur découvre être au courant d'un fait, ils ont encore interpellé personne, mais il sait qu'il y a un braquage qui s'est passé, etc. On a des images vidéo. Il sait que si un jour ces personnes sont arrêtées, il va falloir les mettre en prison. Et donc, il demande au juge d'instruction directement de Ouais. commencer une Ouais, enquête. Parce qu'il faut aussi savoir que le juge d'instruction a des pouvoirs que le procureur n'a pas. Donc, parfois, le procureur, il est au courant de fait. Il sait qu'il va avoir besoin des prérogatives du juge d'instruction Ok. pour interpeller les personnes. Et donc, par exemple, le juge d'instruction, c'est le seul qui peut mettre des personnes sur écoute. Ah, ok. C'est le seul qui peut, à un moment donné, commencer des observations, des infiltrations. Donc, il y a des pouvoirs d'investigation qui sont très importants. Mais reprenons le cas d'école. Une personne se fait arrêter, la police l'arrête, hop, audition de police, et puis rapport au procureur, qu'est-ce que je fais avec cette personne? Si c'est grave, on va le déférer au juge d'instruction qui va décider ou non de le mettre en prison. Pourquoi je rejoins votre question de présomption d'innocence ou pas? Le juge d'instruction, il a les éléments. Il pense que la personne est coupable et qu'en plus, il y a un risque pour la société, etc., que si on la laisse en liberté, elle va aller parler avec les complices, elle va faire disparaître des preuves, elle va recommencer des infractions. Donc, il y a 4 risques au niveau de la détention préventive que le juge d'instruction va évaluer. Un, il faut qu'il y ait tout d'abord des indices de culpabilité. Si le gars n'est pas coupable, on ne va pas plus loin. Ouais. Donc, le juge d'instruction regarde et dit, ici, je vois qu'il y a des indices qui pourraient faire croire que c'est vous. 1. 2, je vois que vous n'avez pas de travail. C'est un vol, c'est une vente de stupes. Moi, je pense que si je vous relâche, vous allez recommencer. Donc, il y a un risque de récidive. Autre risque, est-ce qu'il y a un risque de soustraction à la justice? Est-ce que ce gars a un domicile, pas de domicile, une situation où si je relâche, il y a un risque qui s'échappe et qui ne revienne plus jamais? Ensuite, est-ce qu'il y a un risque de collusion ou de disparition de preuves? Collusion, est-ce que si on te relâche, tu vas arranger ta version avec ceux qui sont dehors? Ouais. Risque de disparition de preuves, est-ce que si je te relâche, tu vas faire disparaître des preuves qui sont dehors? Donc, le juge d'instruction, il évalue tout ça, et puis il met la personne en prison. Présomption d'innocence, et système en Belgique qui est schizophrène, c'est qu'à partir du moment où le juge d'instruction a mis quelqu'un en prison, c'est parce qu'il a eu cette intuition qu'il est coupable, et qu'au niveau de tous les critères, il doit rester en prison. Or, on demande au juge d'instruction d'être schizophrène. On disait là tantôt, ouais, mais présumé coupable, et puis c'est à lui à prouver qu'il n'a rien à voir. En fait, en Belgique, c'est aussi plus ou moins la même chose. Pourquoi? D'accord. Ouais. Parce que le juge d'instruction, il vous met en prison. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire dans l'enquête qu'il va continuer à diligenter? C'est qu'il va faire en sorte que son hypothèse de départ soit confirmée par les éléments qui rentrent dans le dossier. Donc, s'il a mis quelqu'un qui pensait être coupable, il va évidemment continuer à faire l'enquête pour venir conforter le fait que le gars est coupable. Il va pas commencer à faire des devoirs d'enquête pour venir démontrer que le type n'est pas coupable. C'est comme s'il disait « j'ai mis un type en prison pour rien ». Et donc, c'est là qu'intervient l'avocat qui va dire « Monsieur le juge d'instruction, vous devez faire une instruction à charge et à décharge ». Mais le à décharge, c'est l'avocat qui vient dire « ça, vous n'avez pas fait ». Dites le centre commercial, il y avait une vidéo. Pourquoi vous n'avez pas saisi les images vidéo? Pour montrer que mon client n'était pas sur la vidéo. Mais si le gars vous a mis en prison parce qu'il vous a attrapé avec les 20 000 € dans la poche qui vient du commerce, il ne va pas aller chercher la vidéo pour montrer que ce n'était pas vous. Hein. Ouais, j'ai compris, ouais. Vous voyez, donc c'est comme ça que ça fonctionne une enquête. Ouais, ok. Et c'est intéressant ce que tu dis. Et tu vois, on sent quand même en toi cette persévérance. D'ailleurs, je sais que... Cette envie de sortir le gars du trou. Cette envie de sortir le gars du trou. Tu pourrais... Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur ton histoire, ton enfance déjà, nous expliquer un peu d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a motivé vraiment à faire ce métier et qui tu étais quand tu étais petit?
C'est ça ma question. J'étais un très gros trafiquant de drogue dès Ouais. l'âge de 8 ans. Non, Tu je faisais déjà rigole. des go fast à 7 ans. Non. Donc, en fait, moi, je suis né à Uccle, Edith Cavell, en Belgique. Et je suis né d'un père marocain rif de Housema et d'une maman espagnole de Villa Garcia de Arosa. Donc, un papa marocain et une maman espagnole qui sont connus en Belgique. Et donc, voilà, je suis né le 11 juin 1974 à l'hôpital Edith Cavell. J'ai toujours grandi à Bruxelles, ça s'entend, je pense, un peu dans mon accent. Donc, voilà. Donc voilà, j'ai grandi à Bruxelles, j'étais dans les écoles secondaires, figurez-vous, école sport-études. Hmm. Quand on est jeune, on pense qu'on va devenir champion de tennis et des choses comme ça, et après on se rend compte qu'en fait non. Et donc j'étais dans une école sport-études secondaire, Athénée Royal Jules Bordet, qui n'existe plus, c'est devenu une école de cinéma, là, un SAS ou je sais plus, quelque chose comme ça, dans le centre-ville où il y a le Mannequin Peace. Et donc école secondaire normale, donc un parcours primaire secondaire tout à fait normal. Figurez-vous qu'à l'école primaire, dans les écoles catholiques, où il fallait se mettre bien sur la bonne dalle, au bon endroit, etc. Ouais. Et aujourd'hui, je ne regrette pas parce que c'était vraiment très... beaucoup de discipline, quoi, beaucoup de Hmm. respect quand le professeur rentrait quand le directeur rentrait en classe, il fallait Fallait se se lever. lever. Ouais. Donc ça, je ne sais pas si ça existe encore dans les écoles, Non, je pense pas. mais voilà. Et alors il fallait quand on faisait dans la cour de récréation, qu'il fallait attendre le professeur, il fallait se mettre sur telle dalle et pas sur telle autre, les cartables à tel endroit. Donc il y a vraiment une Une vraie discipline. discipline, ouais. Donc moi, j'étais dans une école primaire discipline, d'ailleurs tellement content que quand j'ai eu mon fils, je l'ai mis dans la même école. Ah ouais. Un clin d'œil à cette école, l'école Saint-Vincent à Anderlecht. Et donc voilà, une école avec des sœurs. Il y avait des sœurs. On allait parfois à l'église. Alors ceux qui n'étaient pas de confession, vraiment, se mettaient un peu sur le côté. Mais vous voyez, à l'époque, il n'y avait pas ce musulman, catholique, machin. On était un peu tous Ouais, mélangés. tout- L'idée, ouais. c'était d'étudier et de réussir, quoi. Et donc, moi, j'ai été élevé comme ça, une école primaire catholique, ensuite école secondaire sport-études, latin-maths. Le latin, on disait, oui, C'est bon pour le ça français. ouvre l'esprit, Ouais. c'est très bien, etc. C'est possible. Si je suis arrivé avocat, peut-être bien que Peut-être, oui. ouais. Et donc, secondaire jusqu'à mes 18 ans. Et puis, à 18 ans, mon père, hein, le père arabe, avec tout ce que ça a d'arabitude, quand il vous dit, ben voilà, tu vas faire ça, ben, tu seras ingénieur commercial, mon fils. Non, ben oui. En fait, parce qu'il faut savoir que quand le père dit quelque chose, c'est comme une enclume qui vient sur votre tête et vous pouvez pas dire non. Donc même si c'est bleu et c'est pas bleu, ben oui, c'est bleu. Et donc il m'a dit voilà, tu vas faire ingénieur commercial à Solvay, l'ULB. J'ai dit oui, papy, d'accord, pas de problème. Mais donc j'y vais, hein. Et en plus j'ai eu la chance à l'époque d'avoir un ami qui était aussi un peu perdu et dont les parents tenaient un peu le même discours. Ils se disaient ingénieur commercial, ça peut pas être mauvais. Mon copain, dédicace à lui aussi s'il entend un jour ce podcast, Yvan. Et donc j'étais ami avec Yvan et donc on va à l'université, l'ULB, hein. On a 18 ans, quoi. Donc 18 ans, 18 ans, on aime bien d'aller au bowling, au snooker, les filles, les discothèques, les C'est en casinos. quelle année, ça? On est vous allez m'obliger à donner mon âge, quoi. Donc je suis dans Une fourchette. 74 plus 18, ça fait 74, j'ai dit Euh, 94, 92, c'est ça 92. J'ai bien Ouais. calculé, 1992. À la belle époque. 1992. Et donc, à cette époque-là, vous savez très bien, ou pas, hein, c'est que on peut fumer parfois un petit joint, hein. On peut parfois boire un petit whisky, on va en discothèque, on a 18 ans, le monde est à vos pieds, on pense pas à la carrière, on pense à rien, on pense à s'amuser. Je me rappelle, j'avais une mobilette Peugeot rouge, il y avait une 103, et donc on roule, on drague les filles. Vraiment, j'étais pas dans le il faut étudier, etc. J'étais vraiment dans le il faut s'amuser, il faut profiter de la vie. Mais t'avais déjà des rêves à ce moment-là ou tu te dis, Non, tu te j'étais laisses aller perdu. et- Ouais. J'étais perdu. J'étais beaucoup dans l'alcool, dans fumer. Je fumais pas tous les jours, mais j'étais dans la rue, quoi. Enfin, j'ai grandi quand même, sans jeter la pierre, mais j'ai quand même grandi à Molenbeek. On a appris un jour que à Molenbeek, il y avait des terroristes. D'ailleurs, il n'y a pas que des terroristes à Molenbeek.
Il Il y a y a aussi des aussi avocats. des avocats, enfin, il y a des braqueurs, il y a des voleurs, enfin, il y a tout, quoi. Mais il y a moins de PDG, en fait. Il y a moins de PDG et il y a moins de directeurs, etc. Il y a beaucoup plus de problèmes, on va dire ça comme ça. Et donc, j'étais dans la rue et voilà, dans la rue, on rencontre un Farid, un Rachid, un autre. Mais pourtant, mon meilleur copain, c'était Yvan. Peut-être ce qui m'a sauvé. Et donc, on avait des amis dans la rue, et puis voilà. Et puis parfois, ils allaient faire leurs conneries. Et moi, j'avais un père très dur. Je savais qu'à l'heure de faire les conneries, moi, je devais rentrer à la maison. Et donc, moi, je rentrais à la maison, et mon père était analphabète, mais voilà, le rouge, il savait ce que ça voulait dire. Et donc, quand on apportait le bulletin, ben, il fallait pas de rouge, quoi, analphabète ou pas. Et donc, mon père travaillait dans les snacks, tout ce qui est Horeca, mais il s'est démené pour travailler plus et pour pouvoir nous payer des cours du soir, quoi. Et donc, 18 ans, voilà, mon papa me dit tu vas faire ingénieur commercial. Alors, j'y vais, mais j'ai pas très envie. Mais en même temps, je travaille dans ces commerces. Mon père a commencé avec un petit snack qui s'appelait Snack Eldo, Cinéma Eldorado, qui est devenu l'UGC de Brocaire. Ce qui m'a permis aussi de développer une culture, comment dire, du rêve, quoi. Puisqu'on rentrait dans les cinémas, mon père connaissait toutes les ouvreuses, etc. Donc moi, dès l'âge de... Puisqu'il a eu ce snack quand j'avais 10 12 ans, dès l'âge de 12 ans, on allait voir les films Ouais. gratuitement, quoi. Et donc, oui, on allait voir les stars américaines, les Jean-Claude Van Damme, le rêve, Ouais, quoi. Jean-Claude Van Damme, ouais. Le rêve et tout ça. Donc, on a rêvé, quoi, quand on Ouais. était gamin, Footloose. Je citais plein de films, quoi. Sauf qu'un jour, je me suis dit, là, je vais peut-être beaucoup plus loin. Ben, Avocat, c'est aussi un film, c'est un théâtre, mais c'est dans la vie de tous les jours et ça dépend de tes études et de ton intellectuel, quoi. Tout ce qui est Ouais. artiste, parce que mon père, il a voulu devenir artiste. Il était dans ce Ah, snack Eldo, il était dans ce snack, et il y avait les avant-premières. Donc mon père, aux avant-premières, là, dans le petit snack, le gars qui venait faire une avant-première, il venait, il y avait qu'un petit snack, là, à l'époque. Et donc mon père a vu des Alain Delon, ah Louis de ouais. Funès, et puis mon père, à un moment donné, attiré par ça, il a commencé à aller au Festival de Cannes. Ah Et donc, ouais. mon père a cru à un moment donné qu'il allait devenir une star internationale. Et donc, il nous a peut-être transmis un peu ça. Et un jour, je me suis dit, ben, allez, star, le métier, le théâtre, c'est peut-être avocat, c'est aussi bien. Et donc, 18 ans, je vais à Solvay. Et donc, mon père me dit, voilà, tu vas faire ingénieur commercial. Et je vois bien que ça ne me branche pas et ma tête n'est pas là-dedans. Et en même temps, hein, mon père... en parallèle avec l'UNIF, il fallait quand même travailler dans les snacks et faire des sandwichs au thon. Donc, je sais pas, papy, mais ça va être soit c'est les études, soit c'est les sandwichs au thon, les deux ensemble, ça va pas aller. Et donc, moi, enfin, je commençais la journée là-bas, il y avait un sac de carottes de 10 kilos, quoi. Je commençais par carottes dans l'appareil, la râpeuse, et puis cuire les œufs, et puis faire des salades de thon, salades de crabe avec les surimi, etc. Et j'ai fait ça pendant des années et des années. J'étais gérant. Mon père m'avait mis gérant, comme ça, tu as un titre et il avait acheté une petite bémo à crédit. Il faut bien arrondir les ans parce Ouais. que si tu viens juste faire un sandwich au thon, même s'il n'y a pas de sous-métier, donc disons directement, il n'y a pas de sous-métier. Donc le sandwich au thon, ce n'est pas une insulte, mais j'ai fait les salades de thon, salades de crème, servir du café. Vous savez très bien, quand vous travaillez dans la nourriture, il n'y a pas beaucoup de respect, hein. Et donc à l'époque, j'étais place de Brocaire, les voyous de la place. Ah ouais. Et donc ils venaient. Ah, mets-moi un sandwich de thon, mais pourquoi tu mets pas les... Ah, mets des langoustines, je t'ai payé le prix. Ah, Voilà un peu putain. à quelle sauce on était mangé. Et donc, on faisait les sandwichs. Moi, je me rappelle, mon père était en costume et il se faisait mal parler comme ça. Et il servait quand même le café à des délinquants qui parlaient mal, quoi. Et mon père, il a dû faire ça, le pauvre, voilà, pour payer des études à ses enfants, quoi. Donc, il a dû beaucoup mordre sur sa chic, quoi. Mon père était analphabète, mais il arrivait à avoir des prêts à la banque. Mm. Mon père, il signait des prêts, il savait même pas ce qu'il était en train de signer, en fait, quoi. C'est juste pour faire genre en Ah costume. ouais. Et mon père faisait des commerces avec l'argent des banques, quoi, hein. Ah ouais. Et à l'époque, il faisait tourner la recette et puis il vendait le fonds de commerce. Et le gars s'est vraiment débrouillé, parce qu'il avait la culture et l'intelligence du business, quoi, en Mm. fait, en gros. Ouais. Et donc, de 18 à 24 ans, j'ai fait ça. Les salades de thon, les salades de crabe, les cafés, les tavernes, les réchauffer, la moussaka dans le micro-ondes, etc. En même temps, je fumais un peu, je buvais un peu, donc ma tête n'était pas là. Et
Et un jour, à 24 ans, j'ai craqué. J'ai pris le tablier, j'ai jeté le tablier un peu à la figure de mon père en disant: «Qu'est-ce que tu penses? Tu penses vraiment que...» Pardon. Tu penses vraiment que je peux pas trouver un autre travail que ton mayonnaise américain et sauce curry? Je dis: «Allez», je veux dire, je dois me battre, moi. Je sentais que j'étais pas dans mon élément, quoi. Ouais, Et ouais. j'ai jeté le tablier, j'ai dit: «Allez, va te faire voir, moi, je vais aller trouver un boulot». C'est à ce moment-là précis que quand tu vas chercher du boulot et tu dis: «Je suis arabe, je suis pas une femme, je parle pas néerlandais, hein, j'ai un faciès, on va voir ce que ça va donner». Et j'ai très vite vu ce que ça donnait. Vous savez que j'ai vendu des autocollants au feu rouge pendant 8 heures pour à la fin de la journée avoir 1,48 €. Et quand j'allais chez le patron pour lui faire rapport de ma journée, je dis: «Voilà, ces autocollants ou des cartes postales avec le cellophane, mais à force de Ouais. le présenter, le cellophane se décolle». Je lui remets les invendus et il me dit: «Ouais, mais écoute, celle-là, elle a abîmé, donc tu vas devoir la payer de ta poche, quoi». Je dis: «Pardon? Combien?» «Ah, donc les 1,48 € toute la Ouais, journée, c'est pas grave, en fait. C'est moi qui te dois encore l'argent». ouais. Je dis: «Garde tes cartes postales, garde tout. Moi, je vais y aller, hein». Je suis parti. Ça, j'ai arrêté les cartes postales au feu rouge. Après, qu'est-ce que j'ai dû faire, hein? C'est prescrit, hein. Donc j'ai fait des choses qu'on pouvait pas, mais c'est prescrit. Ouais. J'ai vendu des posters, dans des concerts, en Allemagne, dans la branche, parallèle, quoi. Ça veut dire que tu peux pas. C'était des posters, non officiels qui coûtaient moins cher. Et je me suis retrouvé à la sortie des concerts en Allemagne. Je parle pas allemand, mais bon, Dankeschön, bitteschön. Et le gars, il nous donnait les rudiments, quoi, pour vendre, les posters. Et donc j'ai vendu des posters là avec la police derrière, tu peux pas, quoi. Et donc voilà, mais il fallait bien gagner 50 € et manger, quoi. Donc je préférais vendre les posters que vendre la cocaïne. Et donc ça, les posters, donc je disais, hein, les autocollants, les posters. Après, je travaillais au McDonald's. Je gardais un bon souvenir, du Ah ouais? McDonald's, que j'allais, le manager, il venait chez moi, il me disait: «Tu fait les frites en combien de temps?» 1 minute 22. «Ouais, mais moi, je les fais en 1 minute 10, quoi». «Donc tu vas les faire en 1 minute 10?» Je lui dis: «Tu veux une médaille?» Je comprends pas bien, en fait, parce que moi, ça fait 15 jours que je suis là, quoi. Alors il me dit: «Ouais, mais non, mais c'est comme ça et tu vas faire ci». Putain, je me rappelle, on avait dû nettoyer les cuves à huile, quoi, brûlantes, et il ne me donnait pas les gants Ah putain. ni le visage. D'ailleurs, McDonald's, ça se passe comme ça chez McDonald's. D'accord. Venez chez nous, hein. Et Venez chez nous. donc, la cuve à huile sans rien. Et j'allais pour me cramer. Et un Asiatique qui vient chez moi, il me dit: «Hé, Amit», il me dit: «C'est qu'un boulot, hein. Si tu te crames la gueule, c'est fini, il écoute pas, hein». Parce que l'autre, je venais et il me disait: «Hé, ça fait 10 minutes, hein, que tu es sur la cuve. Tu te dépêches, sinon tu manges pas, hein». Hein, c'est le même qui Putain. avait le record du monde de la frite, hein. Donc il venait chez toi et blabla. Je me rends compte que je fais un peu le guignol ici, mais c'est Ah, aussi mais ma c'est ça qui est façon bien. de... Ben, je plaide Bah, c'est comme ça, ça en hein. cours d'assises aussi. Parce qu'il faut venir chercher un peu Ah, mais ça, on va en parler justement. l'émotion. Et donc McDonald's, et figurez-vous, donc voilà, j'ai travaillé là. Je me rappellerai aussi qu'à un moment donné, il fallait lancer des Big Mac. Et je lance et je me gourre. Je me crame ici, mais bien. Je me crame bien. Je lui dis: «Excuse-moi, va dans la chambre froide, là, tu verras en haut, il y a un pot. Putain. Flamazine. J'ai jamais vu un pot de 20 kilos comme ça de flamazine nulle part d'autre, hein. Une flamazine comme ça, tu mets, et puis tu sors et tu dis: «T'es brûlé, hein?» Je dis: «J'ai mal». Il dit: «Allez, vas-y, lance le Big Mac, qu'est-ce que tu fais?» OK, ça va. Donc ici, esclavagisme, en fait. Ah ouais, Et c'est donc, pire que ça. ça, etc., machin. Je me rappelle un jour, j'arrive, j'étais mal rasé. À 2 jours, quoi. Ouais. Il dit: «Qu'est-ce que tu fais, hein?» «Va dépointer. Tu dépointes, tu reviens ici, tu vas te raser, c'est pas bon». Il y a pas de lame. Il y a un GB. J'ai été chercher des Ah, lames. GB. J'ai cherché des lames. Je suis revenu. Le lavabo gelé, comme ça, plein de sang qui coulait. Il me dit: «Ouais, c'est bien maintenant. Allez, tu peux recommencer». Ça. Putain. Et j'en termine avec... Je pense pas qu'il se reconnaîtra. C'est que je devais vraiment mort sur ma chic parce que j'avais besoin des 545 € pour payer mon flat de crevard, quoi. Que j'habitais dans un... Je sais même pas si on peut appeler ça un sous-sol. En fait,
parce que la toilette, elle était dehors. et la douche, elle était froide. Oh, putain. Et il y avait juste un petit réchaud. Et je payais à l'époque 250 € par mois. D'ailleurs, un peu plus tard, quand j'avais plus de boulot et que j'ai repris les études, ben, j'étais au CPS. Donc, je remercie l'État belge de m'avoir donné 500 € par mois pour manger. Je les ai bien payés depuis lors en En impôts impôt. et en TVA. Je crois par 1000, quoi, si je peux multiplier. Et donc, je me perds. Donc oui, ce gars de McDonald's, là, je vais les citer 3-4 fois. McDonald's, McDonald's. Hein. Et donc, j'allais là, et à un moment donné, oui, ce qu'il faut dire, c'est que je vais commencer une thérapie à un moment donné. Peut-être on en parlera un peu plus longuement, c'est assez privé, mais j'ai pas de honte, ça me met tous les jours dans mon travail. J'ai fait une psychanalyse pendant une période de 10 ans, à partir de 24 ans jusqu'à 34 ans, tout le long de mes études, et ça m'aide tous les jours parce que c'est la connaissance de l'être humain. Et à l'époque, je voyais un psychanalyste, j'expliquais les déboires, et je lui disais, ben, il y a un manager là au McDo, il m'emmerde. Et il me dit, ben, tu sais, les gens comme ça, ceux qui pensent qu'ils ont des pouvoirs, ils sont faciles à manipuler. Super anecdote là. Il dit, ils sont faciles à manipuler. Euh, Tu vas lui faire croire que c'est lui le patron et tu vas l'écouter, etc. Et un jour, je vais aux toilettes. Véridique, hein, cette histoire. Un jour, je vais aux toilettes et il n'y a plus de papier de toilette. Il y a des petites clés là, pour mettre le papier. Et je vais chez le manager, il dit, excuse-moi, Francis. Je crois qu'il s'appelait Francis. Je dis, excuse-moi, Francis. J'ai été aux toilettes et il n'y a plus de papier. Comment on fait? Quoi? T'as jamais changé le papier et tout? On t'a pas appris? Et c'est là que le manager reprend son championnat de frites. Tu vois, et il se dit, je vais aller lui apprendre, quoi. Je te jure que le gars, il est venu. Il m'a montré comment on change. Et j'ai dit, ah, merci Francis, c'est gentil. Moi, je ne savais pas et tout. Bah, tu vois, comme ça, tu te sens bien et tout. Vrai, hein? Le gars, il s'est pas rendu compte que je rigolais, hein? Donc, je reviens chez lui, tu vois, je dis merci. Donc, c'est un peu comme le policier qui te dit, ça, tu peux pas faire, hein? Oui, monsieur l'agent, je comprends bien, tu vois. Et tu évites un PV caramélisé, quoi, tu vois. Il est content, son autorité, légitimité. C'est ça, la légitimité, l'autorité. Il y a des gens qui travaillent pour ça, pour dire, il a reconnu mon pouvoir. Ouais. Donc, c'est bon, quoi. Eh ben, le manager, comme ça. C'est tellement vrai que le lendemain, il fallait sortir des poubelles remplies de merde devant. Et il vient comme ça dans la cuisine. Et il y avait moi, Rachid, Farid, François. Non. Qui va aller me sortir les poubelles? Amit, non, Amit, non. Non. Toi? Ouais, mais toi, tu vas chercher les poubelles. Et dire que le type qui n'avait pas reconnu sa légitimité, etc., évidemment, il faisait le sale boulot, quoi. Hein? Et moi, je serrais les dents en me disant, c'est pas grave, ami, tu vois. Un jour, tais-toi. Un jour, tu seras peut-être avocat et tout. Et tu viendras lui acheter un menu à 6 €, quoi. Ah ouais. En Ah, vrai. c'est fou. Donc voilà, donc c'était ça. Et je me suis un peu perdu. Mais on va dire que le trajet, études non, Oreca. Et en fait, certains me disent, ben en fait, tu as fait le système américain. Le système américain, c'est 18 ans, tu vas dans la rue, tu découvres un peu la vie. Tu vois ce qui t'attire, ce qui t'attire pas, et après, tu fais ton choix. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, 18 ans, à 18 ans, tu sais, c'est comme une épée Damoclès, là, et on te dit, 18 ans, tu dois savoir ce que tu vas faire, et surtout, tu ne dois pas te tromper. Tu vois. Fais les bonnes études et le bon diplôme, et sois ça. Mais non, en fait, on ne sait pas, à 18 ans, on a encore un enfant. Et donc, moi, voilà, j'ai été dans la vie. 24 ans, je me suis rendu compte, ben non, mec. Je me dis, putain, t'es étranger, même si je suis né en Belgique, hein, t'es étranger, un citoyen d'ici, même qui a un diplôme et qui est bilingue, il a du mal à trouver un boulot. Donc toi, étranger, non bilingue, sans diplôme, qu'est-ce que tu vas faire, mon ami? Et le psychanalyste me disait, aussi hommage à lui, Toscano, qui est décédé il y a bien longtemps, a vraiment donné des leçons de vie incroyables. Il y a aujourd'hui, j'utilise des choses que... Tu peux nous partager certaines leçons Ouais, il y a des choses qui sont énormes, quoi. C'est-à-dire que j'arrivais chez lui, premier rendez-vous,
On parle. Je dis voilà, qu'est-ce que tu aimerais bien faire dans la vie? Je dis ben moi, le juste, j'ai toujours bien aimé ce qui était juste. J'ai encore un cours à la fac, droit, droit des beaux. Je dis le droit, c'est chouette. Je compare à un jeu de société, Monopoly ou autre. Tu es dans la société, il y a des règles. J'ai toujours un côté joueur, hein. Il revient ici. Je me suis dit, si tu connais les règles en société, tu deviendras le meilleur joueur de la société. Ah ouais. Et donc, il faut connaître les règles. Et je me suis dit, OK, je parle avec lui et il me dit, bon, ben, tu vas aller à l'université. Je me dis, quel fou le type, je fume les joints. Il me dit que je vais aller à l'université. Non, je vais aller en école supérieure. Il me dit, non, non. Il me dit, tu vas commencer tout en haut, comme ça. Si tu tombes Et dans. tu penses qu'il avait déjà saisi le potentiel qu'il y avait en toi? Non, c'est la première. Ok. Attention, c'est quelqu'un qui a soigné mon papa aussi. Ouais. Donc, mon papa a une histoire très compliquée avec deux mères. La mère réelle et la mère irréelle, on va dire la mère de sang, et une autre dame qui lui a donné le sein, etc. Et ça, ça fait partie de mon histoire. C'est qu'à un moment donné, donc mon papa a eu la maman qu'il a mis au monde. Et on a appris il n'y a pas tellement longtemps, parce que mon père est décédé il y a 2 ans, et il y a des choses qui lui sont revenues et qu'il a osé nous confier. C'est qu'en fait, il faut savoir que sa maman réelle qu'il a mis au monde avait en fait 16 ans Hmm. à l'époque. Et est-ce qu'il y avait quelque chose autour de la prostitution? En tout cas, elle était mineure, elle était sur Tanger, et elle met au monde cet enfant. Et l'enfant en question, le père a tous les droits. Et donc, le père prend l'enfant et part du côté rive, quoi. Et là, le gamin a encore 5 6 mois, ou très peu, et l'homme du côté rive a déjà une femme. Donc, cette femme va donner le sein à mon père. Et donc, lui, pour lui, c'est sa mère, en fait. Et qu'est-ce qui se passe dans la montagne, fin fond du Rif, quand il a 14 ans, 15 ans, des gamins de la montagne viennent chez lui, ils disent, tu sais, cette mère, cette femme, c'est pas ta mère, en fait. Putain. Et donc, super tabou, il en discute avec les parents, et ils disent, ben oui, voilà, c'est vrai, en fait, ta vraie mère, elle a à Tanger, elle avait 16 ans à l'époque, machin, mon père pète un câble, il va à Tanger, et quand il arrive à Tanger, il voit sa vraie mère, entre guillemets, et il lui dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Et il le rejette, quoi. Tu vois? Et donc, lui, on peut comprendre le marasme total, enfin, Ouais, la torture mentale, quoi. Et comme la plupart des gens, quand il y a un problème, il faut fuir. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Ça va pas bien ici. Et à l'époque, la Belgique était un Eldorado. Et donc, il part vers la Belgique à l'âge de 14 15 ans. Et mon 14, 15 ans. père va faire, imaginez, en Belgique sans papier, il va faire la vaisselle, au moins les sales boulots, dormir sur des bancs, etc. Il sera expulsé plusieurs fois au Maroc, il revient, il va construire ici un petit snack avec 20 000 francs belges de l'époque. Enfin, je veux dire, vraiment un personnage, quoi. Quand moi, mon père découvre que j'ai des problèmes d'accoutumance aux stupéfiants, alors attention, je n'ai pas sniffé de la cocaïne ni rien, c'est pas bien, d'accord? Mais j'ai fumé du cannabis et j'ai bu de l'alcool. Et j'ai pris peut-être une fois une ecstasy, une chose comme ça, mais tout ce qui est drogue dure, j'ai jamais touché. Hmm. J'ai eu la chance qu'à un moment donné, il y a des amis qui sont tombés dans l'héroïne, etc. Et j'ai vu de mes Ouais, yeux t'as ce que vu, ouais. c'était. Et je me suis dit, ça, c'est pas bien. J'ai un ami à moi qui est mort de consommation de stupes. Donc, Dieu ou je ne sais pas qui a voulu que ça, je touche pas. Donc, j'ai été le cannabis, fumer, boire. J'ai pas dit que c'est bien. Ben, attention, quand je dis que j'ai été dans les stupéfiants, je veux qu'on fasse bien la différence entre fumer un joint et sniffer de la cocaïne. C'est un monde à part. Ouais. Mais si Dieu l'avait pas voulu ou si j'avais pas eu un concours de circonstances, je serais peut-être tombé là-dedans. C'est Hmm. peut-être pour ça que je comprends maintenant un toxico, etc. Et voilà. Mais je voulais en dire, donc, je vais chez ce psychanalyste et le premier contact se passe très bien. Et je vous dis, donc il m'a donné des leçons de vie. C'était un peu le père spirituel, puisque mon père analphabète, etc. Oui, je vais vous donner un. Et donc, je dois reprendre le psychanalyste, hein, d'accord? Ouais. Mais je donne un dernier exemple par rapport au papa. Et comme ça, vous voyez bien où est toute la problématique et où est la problématique des enfants issus de l'immigration qui sont ici et que l'amour, dire je t'aime, c'est un luxe. Mm. Le père, il te dit je t'aime parce qu'il va travailler et il paye le loyer, d'accord? Ouais. C'est sa façon de dire je t'aime.
un père d'origine maghrébine ou peut-être autre, moi je parle de ce que je connais, il va pas te prendre dans les bras. C'est moi qui ai imposé la bise à mon père. C'est-à-dire que je faisais la bise aux amis. Et à un moment donné, je me dis, mais pourquoi faire pas la bise à ton père? C'est ton père. Si tu fais la bise à un ami ou quelqu'un comme ça en soirée, pourquoi tu fais pas la bise à ton père? C'est ton sang. Et c'est le psychanalyste qui m'a dit, tu sais, à un moment donné, l'enfant doit devenir le père du père. Ouais. Et donc, va-toi, fais-lui la bise, il sera peut-être content. Hein. Et donc, voilà. Et donc, je pense que un des grands problèmes de la société, c'est que le papa d'origine arabe ne transmet pas l'amour comme le vil européen qui est ici. Mm. Moi, je me rappelle que j'étais à l'école primaire. Il y avait comment on appelle cette fête religieuse, communion. J'étais en primaire. Les gamins, ils recevaient les cadeaux de la communion. Et moi, non. Je me dis, pourquoi moi, je suis puni? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Pourquoi quand il y a la communion, moi, je reçois rien? Ton père ne t'explique pas ça. Hein. Une fois, c'était fini avec ma petite copine quand j'avais 16 ans. Elle m'avait offert une veste. Mon père vient, il me dit, jette cette veste à la poubelle, viens, on va là acheter une autre veste avec Louise. Mais gars, pas besoin d'une veste que j'ai besoin. Si viens, tu t'assis là et tu parles. Ouais. Hein. Et donc, la transmission de cet amour et de je t'aime, etc., est inconsciente. Ouais. Or, nous, on veut l'entendre. Tu vois, que ton père, Ouais. il te dit je t'aime, ou même si lui, il fait des trucs. Donc, l'expression de l'amour, c'est un luxe. Mm. En fait, lui, du fait qu'il travaille, qu'il paye ton loyer, qu'il te donne à manger, que tu manques de rien, c'est ça le je t'aime. Mais nous, on a besoin de l'entendre. Et je donne un exemple qui est magnifique. C'est que j'avais jamais offert de cadeau à mon père, ses anniversaires, etc. Puis il faut savoir, quand tu viens du bled, l'anniversaire, c'est une année, quoi. T'as pas de jour, quoi. Je sais pas comment les gens peuvent grandir avec ça. T'es né en 1951, mais c'est quoi le jour de mon anniversaire? Hack, on sait pas. 0051, mets la date que tu veux. Hein. Donc déjà, il n'y a pas d'anniversaire. C'est dur. Bref, ça fait partie de sa psychanalyse. Donc, on avait mis le 18 janvier, je crois, pour mettre une date comme ça. Arrive le 15-16, et mon père aimait toujours bien aller manger dans un restaurant centre-ville. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on allait à ce restaurant, mon père n'avait pas de photo de son père. Ça n'existe pas, les photos à l'époque. Donc, on est dans ce restaurant, on s'assied toujours en même temps. Il y avait un cadre, noir et blanc, dessiné, un truc qui ressemblait à son père. Donc, il venait pour regarder le cadre. Et on mangeait couscous, etc. Un jour, j'ai 16-17 ans. Ça va être son anniversaire. Je travaille dans les snacks. C'est pas péjoratif, hein, je travaille dans les snacks. Ceux qui travaillent dans les snacks et les choses comme ça sont très méritants parce qu'il n'y a pas de sous-travail. D'accord? Bien sûr. Et donc, je vais un dimanche dans ce restaurant. Je sonne. La Mamounia, ça s'appelait. Et je fais presque une psychanalyse chez vous. C'est comme ça chez s'appelle le psy, la Mamounia. Et donc, à un moment donné, je vais dans ce resto, je sonne. Il faut quand même avoir le cran, quoi. Je sonne chez le gars. Je dis, ouais, vous vous rappelez de nous, on vient avec mon papa, ouais. Je veux ce cadre. Comment? Ouais, mais ils vont par deux et tout. C'est le gars qui fait la bonne affaire, quoi. Ouais, mais ça va par deux. Ouais, mais moi, je veux juste celui-là. Combien? Hein? En francs belges, 10 000 francs belges. C'était beaucoup, 10 000 francs belges. À l'époque, je les avais pas. Putain, j'étais gamin. Je demande à une copine de l'époque de me prêter la moitié. Tu vois, déjà, le type qui argumente, tu vois. Elle me prête la moitié et tout. J'achète le cadre. Je l'emballe, papier cadeau, et je vais travailler dans les snacks de mon père, près de Schumann. Le service commence à midi. J'arrive vers 11h30, je prends un petit café. Je dépose le cadre, là. J'attends qu'il ouvre. Il ouvre, d'accord? Il regarde. Il dit, voilà, papy, pour ton anniversaire. Bon anniversaire, tchic-tchac. Il prend le cadre 2 secondes. Ouais, mets ça sur le côté. Tout. Va dresser la table 8 et 9, s'il te plaît, etc. En tant que gosse, tu te dis, je viens de faire des montagnes pour aller chercher un cadre dont j'ai pas l'argent, et le type ne m'a même pas dit merci ou machin. J'étais suivi par le psychanalyste. Je vais chez le psychanalyste et je lui dis, ben voilà ce qui est arrivé. Il m'aime pas ou quoi, mon père? Je dis, pourquoi? Aucune émotion. Hein. Le type me regarde, me dit, c'est quand même con. Hein. Je dis, comment ça? Il me dit, est-ce que tu penses qu'on a souvent fait des cadeaux à ton père? Je dis, ben non. Ton père n'a pas de réponse appropriée à un cadeau. C'est l'inconnu.
Ah Il ne ouais. sait pas comment réagir par rapport à ça. Mais toi, heureusement que le psychiatre il t'explique. Sinon, toi, tu dis, mon père, il est débile, Ah quoi. ouais. Il m'a même pas dit merci. Donc, toutes ces relations affectives entre le père et son fils, ils n'ont pas eu de mode d'emploi. Mm. Tu vois, ils n'ont pas eu de mode d'emploi. Donner un autre exemple pour ma mère, c'est qu'à un moment donné, tu dois aller aux toilettes et tu vas et tu passes derrière ta mère, tu vois, et tu vois du sang dans la toilette et tu dis, mamie, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Évidemment, on sait aujourd'hui que c'est les règles. Ta mère te regarde et elle te dit, c'est de votre faute, vous êtes méchant. Donc, il n'y a pas de mode d'emploi. Mm. Et moi, j'ai fait beaucoup de psychanalyse pour ça, pour dire tout ce que les parents essayent de transmettre, etc. Voilà, quoi, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens du Mm. bord. Mais imaginez, je suis là, j'ai eu la chance de suivre un psychanalyste. Mais tous ceux qui n'ont pas cette chance ou qui se disent, ouais, les psychiatres, c'est pour les fous. Et mon frère aussi, hein, j'étais en 3e année de droit, mais il me disait, oh, ouais, c'est pour les fous. Je dis, ouais, je suis peut-être fou, mais je suis en 3e année de droit et toi, tu fumes des joints. Hein. Donc, je sais pas lequel des deux est le plus fou, mais moi, en tout cas, je vais t'arriver quelque part. Donc, il y a tout ce tabou. Hein. Je Ouais, suis non, pas dans la c'est vrai. religion musulmane, psychanalyste, etc. Je suis pas sûr que c'est dans les mœurs. Hein. Donc, moi, j'ai eu la chance de ça. Et donc, on en revient à ce premier rendez-vous. Si je suis pas hors cadre, hein, donc Non, je c'est bien, c'est continue. premier rendez-vous. Donc, on en revient à ce premier rendez-vous chez le psychanalyste et il me dit, ben voilà, tu vas faire droit. Je dis, oh, ok, ça va. 2e fois, ouais, tu vas faire droit. Ouais. Il me dit, t'as quoi comme voiture? Ouais, j'ai une BMW et tout. Il me dit, ah ouais, bien. Il me dit, tu veux vraiment réussir le droit? Je dis, ben oui. Il dit, chaque heure que tu vas passer à travailler pour payer le crédit de ta BMW, c'est une heure que tu auras en moins pour étudier, pour réussir. Je dis, ouais, ouais, ouais. Et il me dit, ouais. Il me dit, tu vas vendre la BMW. Tu me dis, il est fou le type. C'est tout ce que j'ai, quoi. Ouais. C'est ma prolongation, c'est les gonzesses, t'es fou, quoi. Si c'est mon costume, c'est tout ce que j'ai, je vais vendre rien du tout. Réfléchis, ouais, mais monsieur, si je vends la BMW, je suis plus rien, quoi. Il me dit quoi? Il me dit non, non. Il me dit, tu sais, quelqu'un dans la vie, ce qu'il est. Il me dit, écoute-moi bien, il me dit, tout ce que tu as ici, même un huissier de justice ne peut pas te le saisir. C'est une belle phrase. Et je me suis dit, ouais, dans la vie, tu vas combattre avec ça, quoi. Pas avec. Si tu as un diplôme et tout, tu vas en avoir des voitures, tu vas avoir ça, etc. Et je me suis dit, ouais. Et alors, le travail de la psychanalyse, c'est quoi? C'est comment il te dit ça? Tu dis, le gars, il est débile. Il dit, je rêve, je vais pas vendre ma voiture. Et tu sors, et ça tourne. Ouais, ouais. Et tu te dis, ouais, il a tellement raison que je venais de mettre un subwoofer, machin, tu vois. Et que j'ai vendu à perte, je l'ai offert le subwoofer. J'avais tellement compris la leçon que j'ai dit, mais oui, c'est du matériel, il n'y a rien. Donc, je recommence mes études. J'étais dans un appartement, un petit flat, mais bien, quoi, avec une fille très mignonne. Donc, pour recommencer mes études, du jour au lendemain, fille mignonne, plus de voiture, Plus de sous-boofer. plus de flat, plus de subwoofer, walou. Tu reviens à zéro. Hein, et tu vas dormir dans mon père, là, il y a une chambre. Hein, à 7 heures, tu rentres à la maison. Hein. Ça me rappelle autre chose, mesquine. C'était le début d'Internet, tu vois. Ah ouais. Moi, j'étais caché dans la chambre. Internet avec le fameux bruit du modem, vous n'avez pas connu. Quoi. Ouais. Et c'était encore à l'heure, je crois que c'était une histoire de 10 euros de l'heure, un truc comme ça. Quelle bande de salopards, Belgacom. Parce que personne ne savait comment ça marchait. Hein. Ah ouais. Toi, tu es connecté à Internet, tu as les petits écrans, mais toi, tu te déconnectes. Tu crois que tu es déconnecté. Ouais, Non, pas du non, tout. les écrans, ils continuent. Hein. Mon père, il me laisse faire. Je dis, c'est pour les études. Non, c'était pour les études, c'est pour aller voir des films, pour faire le con. Ouais, genre. Et donc, j'étais là, machin. Mon père reçoit la facture de téléphone. Ah putain. L'équivalent aujourd'hui de 1 000 euros. Ah, Il ça prend, pique. il prend, normalement, une facture normale, c'était genre 20-30 euros. Donc, pour te dire 1 000 euros, c'est 100 fois plus. Mon père reçoit cette lettre, il vient chez moi, il me dit, 1000, c'est quoi ça?
Moi non plus, j'ai pas compris ce que c'était. C'est quoi ça? 1 000 € de téléphone, tu vois. Je dis, je sais pas, la ligne, elle est restée ouverte. Il m'a dit, hey. Il dit, ça, c'est une facture de 10 ans de téléphone. Qu'est-ce que t'as fait? Je me suis dit, waouh, comment je me suis fait ça? Il faut que je vous raconte aussi mes histoires avec les huissiers de justice, qui m'ont donné le sens à la justice. J'étais en retard de loyer. Je reçois des juges de paix. 13 mois de loyer impayé. J'allais dans ma boîte aux lettres. J'osais pas monter les factures chez moi. Je les cachais par ordre de priorité dans la boîte aux lettres. Oui, j'ai aussi eu. On va parler des addictions. J'ai eu une addiction au jeu, quoi. Le bingo, quoi. Vous connaissez le bingo? Ah, bingo, c'est le truc que tu tires. Ouais, c'est Ouais. le truc, c'est lui qui te tire. Ah, c'est lui qui tire. Ouais. C'est-à-dire que tu vas là-bas et tu mets l'argent dans la machine. Le 10, le 14. Il y a ce qu'il faut jamais faire, ça je déconseille à tout le monde, hein. C'est quand tu joues et que tu bois. Ah, Parce qu'à l'époque, il y avait la petite tablette sur le côté avec le Mister Cash, l'autre tablette pour le whisky. Donc whisky et Mister Cash qui ah met sur la ouais. machine. Ils ont changé ça, ils ont bien compris que c'est dangereux, hein. Je jouais. Et quand tu joues et que tu as bu, tu es sûr que tu vas gagner. C'est tellement vrai que tu joues. Ah, Francis, j'aime bien Francis aujourd'hui, Francis ou Gérard. Amène tournée, la salope, elle va payer. Vas-y. Ah ouais, ça va payer, ça va payer. Ça va payer, c'est bon. Amène tournée. Ah, remets une autre tournée. Tu vois, ouais, la carte, elle passe plus. Il te jette d'or et le lendemain, tu dois venir payer. Donc, le jeu aussi, ça fait aussi partie de mon parcours. J'ai eu des problèmes d'addiction au jeu. Et donc, j'ai été voir Gamblers Anonymous. Je ne savais pas que ça existait, ce truc de joueur anonyme. Et tu vas, tu parles avec des gens, toujours sur ce principe de la psychanalyse et de l'échange, quoi. Et je parle et un jour, je vais et j'achète dans une bibliothèque un livre qui s'appelle Le Joueur de Dostoïevski. Ah, Donc, je conseille à tous les gens qui ont un problème de jeu d'acheter ce livre. Il y a quelque chose de magnifique dans le livre, il te dit le problème du joueur, que les casinos ont bien compris. Le joueur, qu'il gagne ou qu'il perde, il continue à jouer. ouais. C'est pour ça que dans les casinos, tout est fait pour que les boissons soient gratuites, etc. Parce que tu dois rester là. Un joueur, moi ça m'arrivait, le bingo, j'arrivais, je mettais une petite mise, boum, je gagnais directement. Je n'étais pas content, hein. Je recontinuais à jouer, il fallait que je joue. À un moment donné, tu joues pas pour gagner, tu joues pour perdre. Et j'ai regardé toute cette psychanalyse autour du jeu, c'est magnifique, hein, parce que, et ça c'est ma propre idée, j'espère que ça peut servir aussi. Dans le jeu, je vais peut-être réécrire 3 tomes, non, en fait, de livres. Hein. Toi, tu vas écrire... Dans le jeu, qu'est-ce qui se passe dans le jeu? C'est qu'en fait, tout processus de jeu est un processus décisionnel. Tu décides que tu vas jouer le 16 ou le 14, tu décides que tu vas te mettre telle carte. Donc, il y a un processus décisionnel. Okay? Si à un moment donné, vous ne suivez pas, vous m'arrêtez. Tu décides de mettre le 16. Tu décides sur quelque chose qui est irrationnel. On ne peut pas décider sur un chiffre qui va sortir. Tu es devant une machine, c'est abstrait. Ouais. Si ce n'est pas le bon chiffre, il t'arrive rien. Tu décides du 16, boum, tu tapes, tu le mets dans le 16. Ça veut dire que tu as réussi à décider sur quelque chose qui, a priori, est impossible, puisque c'est irrationnel. Les gens qui jouent et qui misent la plupart du temps, ce sont des gens qui, dans leur propre vie, ne savent pas prendre de décision. Ils ne savent pas prendre de décision. Quand ils vont face au jeu, ils prennent que des décisions. Si tu arrives à décider sur quelque chose qui est irrationnel, ça te donne une super force pour sortir de là et d'aller dans ta vie décider sur quelque chose qui est rationnel. Donc c'est une façon de se donner une confiance en soi et de prendre un risque abstrait, mais pour te donner une confiance en toi, de sortir dans la rue et de décider de ta propre vie. 1. 2. Le jeu, ça devient ton partenaire. Il y a une énorme solitude dans le joueur. Moi, je me rappelle, c'est dans ce truc de jeu, les gars, ils voulaient se suicider parce que le joueur, il est menteur. Alors, ça m'a peut-être développé mon imagination pour plaider certaines choses. Mais quand tu as menti à ta mère pour qu'elle te donne 200 €, que tu as menti à ton père parce que tu dis pas que c'est pour aller jouer, hein. Ouais, ma facture est plus payée, gna gna gna. Donc, tu es le roi des menteurs et tu mens à tout le monde pour t'accaparer de l'argent. Mais celui à qui tu as menti 3 fois, tu peux pas retourner chez lui. Et donc, à un certain moment, tu es isolé, tu sais plus te tourner vers personne. Et je pense que c'est dans les joueurs qu'il y a le plus de taux de suicide, quoi. Moi, je me souviens avoir été super mal. Il y avait un numéro pour appeler, j'appelais, je dis voilà, tac, tac, tac. Il me dit, monsieur, je vais pas raccrocher. Il me dit pourquoi?
Quelle sensation? Je dis, parce que je sens que si je raccroche, je dis, je vois tout noir, ça va pas aller. Il me dit, ah, reste avec moi au téléphone alors. Hein, en gros. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? C'est que j'ai chaque fois cherché, c'est Nietzsche qui disait, il y a une capacité innée de s'autodétruire. Hein. Ouais. Et en vrai, c'est ce que j'ai fait. J'ai d'abord choisi peut-être les stupéfiants pour m'autodétruire. Après le jeu, tu vois. Après, peut-être, ouais, j'ai fréquenté aussi parfois certaines call girls, tu vois. Mais chaque fois prendre un outil pour te détruire. Moi, je me rappelle qu'au début que j'étais avocat, parfois j'avais eu une belle provision, j'avais bien travaillé, je me retrouvais seul chez moi dans le salon. Je me dis, ouais, c'est triste, quoi. Et tu prenais l'argent, tu faisais une belle fête, le lendemain, tu le réveillais, tu étais à zéro. Ouais. Première chose, quand j'ouvrais les yeux, je devais aller vomir, quoi. Comme quand j'étais joueur. Quand j'étais joueur, la première chose que tu cherches quand tu te lèves le matin, c'est comment est-ce que tu vas acheter tes cigarettes. À l'époque, je fumais, quoi. Comment est-ce que je vais payer mes cigarettes? Ouais, un mensonge là. Et alors, les types des jeux, ils sont magnifiques parce que quand vous allez dans un café et que vous gagnez, à l'époque, il était malin. Il te dit, ah, mais je sais pas te payer aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'argent reste au café. Hmm. Donc, il sait que le lendemain, quand tu vas revenir prendre ton argent, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas le remettre dans la machine. Ouais. Donc, voilà. Ça, c'était l'enfer du jeu. J'ai même eu à une époque un ami coréen. Si un jour il entend ce podcast aussi, comment dire, dédicace à lui, Jun. C'était la mentalité coréenne, terrible, quoi. C'est qu'à un moment donné, il m'a dit, écoute, si tu veux, moi, je t'aide. Et moi, dès que j'avais de l'argent, je tremblais tant que je ne l'avais pas mis dans la machine. Et je lui donnais ma carte de banque et je dis, tiens, voilà, Jun, tu vas gérer ma carte. Et quand j'aurais besoin d'argent, je sais que j'allais pas lui raconter des bêtises. Il faisait des études de droit aussi, il était malin, il Ah ouais. connaissait mon problème. Donc si je demandais 5 euros, il voulait être sûr que ce soit pour aller bouffer. Et donc, j'ai dû mettre en place ce mécanisme par rapport au jeu, parce que je vous assure que dès que j'avais de l'argent en main, je tremblais jusqu'à ce que j'allais pas le mettre dans la machine. Et c'est là que j'ai vu que le jeu, c'est une drogue, tu vois. Ah, Le cannabis, c'est une drogue. L'alcool, c'est une drogue, quoi. Le jeu, je l'ai dit, tout ce qui tourne autour de services, on va dire, de filles à disposition, etc. C'est une drogue aussi, c'est des choses pour se détruire, en fait. Ça vaut pas ce prix-là, il faut être à la maison, faire son boulot, avoir ses enfants, avoir sa femme. Et j'ai utilisé beaucoup de choses pour me détruire. Mais c'est ça C'est ça qui t'a qui rendu m'a et qui tu es rendu aujourd'hui. dur. Ouais. Elle est incroyable. Ton parcours, il est vraiment inspirant et, et, euh, et j'invite vraiment toutes les personnes à. D'ailleurs, tu as des livres, tu as parlé de Dostoevsky. Est-ce que tu as des livres que tu pourrais conseiller? Tu as parlé de Nietzsche aussi? Oui, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est le psychiatre de l'époque qui m'a dit, voilà, les livres Ouais. étaient magnifiques parce qu'il y a beaucoup d'argent. Et tu vas acheter ce livre et il te dit, tiens, l'argent comme ça, Ouais, l'excuse de incroyable. l'argent, tu l'as pas. Parce qu'il savait que j'allais dire, ouais, mais j'ai pas d'argent. Le type, il te dit, achète ce livre, tiens, l'argent. Comme ça, l'excuse de l'argent, tu l'as pas. Mm. C'est comme tu rentrais dans son bureau, il disait, je vais vous parler de 4 choses. Il dit, parle-moi directement de la 4e. Hein. Il y avait des leçons de vie que ce gars, il te donnait. C'était au fin fond de l'avenue Louise, mais Tu peux rappeler son nom à cette personne? Toscano, quoi, le docteur Toscano. Toscano Aguilar. Figurez-vous que ça aussi, ça fait partie de mon histoire. J'ai eu ce psychiatre et Miskin, j'aurais voulu qu'il voit que je suis devenu avocat. Ah, il est Hein. Il est décédé décédé avant. un peu avant. Et après, les choses ont fait que les clients, la clientèle était reprise par sa femme, qui était aussi Mm. psychanalyste. J'ai été chez sa femme et 2 ans après, elle est décédée Ah, aussi. Donc j'ai eu 2 psychanalystes qui sont décédés. Et puis à un moment donné, voilà, j'ai arrêté parce que vous parlez des livres. Et donc c'est lui qui m'a dit... et en fait, autour des livres, ce que les gens savent ou savent très peu, et j'enseigne ça à mon fils, il faut savoir que l'approche du livre, dans la culture, dans l'éducation, dans ce qu'on apprend à l'école, qu'est-ce qui est très mauvais dans le livre? C'est qu'à l'école, on vous dit, voilà, il faut lire tel livre. Ça veut dire qu'en fait, on vous impose tout le à fait. livre. À partir du moment où on impose un livre, c'est vu comme une obligation. Ouais. Ça veut dire que le restant de l'adolescence et tout, le livre va être assimilé à une obligation. Tu dois lire ce livre. Or, qu'est-ce que moi j'ai compris plus tard, grâce à l'aide de ce médecin, c'est que le livre, c'est la base, c'est génial. Mais la différence de quand tu es en primaire, secondaire, tu dois lire ce livre. Aujourd'hui, tu peux choisir le livre que tu vas lire. Et donc, c'est tout à fait autre chose. Ah Mais ouais. on associe le livre à une obligation, à une punition.
j'ai encore mon fils, là, il y a un livre, il dit, ouais, papa, il y avait 150 pages. Ouais, j'en ai lu 30, hein. Le reste, je vais inventer, quoi. Et je lui dis, mais non, mais habitue-toi. Plus tard, quand tu seras grand, tu pourras choisir toi-même ton livre. Et donc, le médecin m'a donné des conseils de livres. Et un qui était très beau s'appelait Les mots pour le dire. Je ne sais plus l'auteur. Les mots pour le dire. C'est une femme qui a constamment ses règles et elle ne comprend pas pourquoi ça ne s'arrête pas, quoi. Et elle va voir des psychanalystes, etc. Et un jour, elle découvre la raison pour. Et subitement, tout redevient normal, quoi. Ça s'appelait Les mots pour le dire. Et En fait, c'est les mots avec AUX. non, les mots Les- MOTS. Ok. Oui, vous me faites douter maintenant. Mais les mots pour le dire, MOTS. Les mots pour le dire. Et donc, au début de ce livre, il y a marqué au médecin qui m'a fait renaître. Ah. Et moi, quand j'ai réussi un peu en droit, j'ai envoyé ça alors qu'il n'a pas. Il est pas resté vivant jusqu'au moment où je suis inscrit au barreau, etc. Avocat. Mais il était là pendant les études de droit. Et donc, à la fin des études de droit, j'avais presque fini. Ouais. Et il est décédé. J'aurais aimé, tu vois. Non, je l'ai fait. Je l'ai fait. J'avais mon diplôme de droit. Et lui était déjà en Espagne. Ok. Et donc, je lui ai envoyé en Espagne le diplôme. Et sur le diplôme, j'ai mis au médecin qui m'a fait revivre. Parce qu'il sait par rapport au premier livre qu'il m'a offert. J'envoie ça, j'écris en français. Et pour dire, le gars, il veut même te faire la psychanalyse à distance. Je l'écris en français, je lui envoie le diplôme. Et le mec me répond en espagnol. Il m'écrit en espagnol, je vais faire en français, mais je comprends pas pourquoi tu m'écris en français. Ta mère est espagnole, tu vas m'écrire en espagnol. Je dis, waouh, le gars, il continue. Ouais, Je vais trop t'écrire en fort. espagnol. Hein. Et donc, les mots pour le dire, un autre livre, mais qui était en espagnol, L'apprentissage de l'apprentissage, Le jeu, Dostoïevski. Après, il y a des livres qui sont plus sur le droit. Moi, j'aime bien les livres de Robert Badinter. Pour ceux qui font droit, c'est celui qui abolit la peine de mort. Ah, ok. Et magnifique, à un moment donné, je me suis servi de ça dans une fois une cour d'assises. J'étais là et ce que Robert Badinter explique, c'est que vous savez que lui a plaidé, il a été ministre de la Justice en France, etc. Il a aboli la peine de mort. À un moment donné, dans une cour d'assises, donc à l'époque où on exécutait encore la peine de mort, j'aurais voulu vraiment Être là. connaître ça, tu vois. Ouais. Je sais pas si tu imagines, mais tu C'est quoi? C'est les années 70 que ça a été aboli? Ouais, dans les années 70, 80. À un moment donné, t'imagines, tu défends un client et puis tu perds. Et puis tu vas lui donner la main, tu dis, allez, c'est pas au revoir, c'est adieu. Hein. Adieu, ouais. Il faut le guillotiner, quoi, 2 heures après. Donc t'imagines la responsabilité. Ah ouais. Et donc Robert Badinter, il était là, il explique un procès, je sais plus lequel, mais la bande à Bono. Et donc il défend des mecs qui risquent la peine de mort. Et à un moment donné, il est en cour d'assises et il plaide et il voit bien que les jurés, personne l'écoute. Et tu sais, tu sens que la tension est partie, quoi. Et le gars dit, j'étais là, mon assis là. Il dit, j'ai senti la mort rentrer dans la cour d'assises. C'est magnifique, quoi. Putain, Ah. j'ai perdu mon client, ils allaient le tuer, personne m'écoute. Et un jour, en cour d'assises, j'ai ce même feeling, pas la peine de mort en Belgique, hein. C'était Yannick qui coupera le nom de famille, d'accord? On mettra le tut. C'est Yannick, d'accord? Yannick, j'avais défendu et je suis en cour d'assises et était poursuivi pour vol avec circonstances aggravantes qu'un meurtre en a été commis pour en assurer l'impunité. En gros, c'est quand tu commets un vol et tu tues la personne pour qu'il n'y ait aucun témoin. Tu fais disparaître les Ah ouais, preuves. donc c'est volontaire. Ouais, c'était surtout un gamin de 20 ans qui est dans un truc rituel, quelque chose de rituel. Pour rentrer dans la bande, tu dois montrer que. Ok. Donc il va, il commet un braquage et il tombe sur un Pakistanais. Le Pakistanais fait mine de sortir une épée, quelque chose, et il panique et il tire un coup et le gars meurt. Tu risques la prison à perpétuité. C'est ça que je compare avec Ouais. la peine de mort. Gamin de 21 ans. Je plaide. Je me rends compte que le dossier n'est pas bon et que tu as tué un homme, quoi. Que je me rappellerai toujours. Yannick, à un moment donné, va se rendre à la police parce que il tire, mais il ne sait pas vraiment qu'il est mort ou quoi. Il apprendra 2-3 jours après dans la presse, la dernière heure, qu'il est mort, quoi. Que donc l'auteur est recherché quand il voit ça.
C'est Il va à la police. Il se rend. Il explique ce qui s'est passé. J'ai son audition. Dans l'audition, dans la première phrase, il dit « Je suis venu pour payer ». Le type, il aurait pu partir au fin fond du Congo et tout. Non, il est venu, il a dit « Je suis venu pour payer ». Et il m'a dit « Maître, je me suis rendu compte que j'avais tué un jeune qui galérait comme moi, quoi. » Il dit qu'il était là en train de faire un job d'étudiant, etc. Et donc, tu sais, je plaide. Et je vois que personne m'écoute et je vois que le gamin, il va prendre la prison à vie. Et je repense à ce truc Badinter. Parce que lui, ce qu'il va faire à Monet Badinter, c'est qu'il dit « Je sentais la mort qui était rentrée dans la cour d'assises et j'avais perdu. » Jérôme, je me suis rappelé d'une lettre que sa mère lui avait écrite. Et j'ai pris la lettre de la mère. Je l'ai relue pour humaniser le gars. Pour dire, vous avez tous des enfants, vous avez tous une mère. Et moi, presque la même chose, je vois que j'ai perdu Yannick. Je prends une lettre qu'il m'avait envoyée, lui, depuis la prison. Il m'envoie, lui, depuis la prison, à quel moment? Il était détenu à Ytre, un moment où, tu sais, parfois, ils te punissent parce que, voilà, t'as pas écouté, t'as insulté le gardien et tout, et ils le mettent en cachot. Le cachot, c'est fermé, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien, et tu crèves, quoi. Tu reçois à bouffer plus ou moins. Il est dans le fin fond de son cachot. Il prend une feuille. Même pas une feuille, je prends un truc de brouillon ou un ticket, je sais plus. Et il écrit AKAK, maître Laboutie. Je suis ici en cellule, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. Ouais, c'est vrai que j'ai insulté le gardien, et ils sont en train de me traiter comme un chien, etc., etc. Et il continue. À toi, après, il fait à la fin à toi, au grand maître. Je ne sais plus dire dans le détail, mais il me fait de l'humour dans la lettre. Hein. Vers la fin, il fait de l'humour et il rigole et tout, machin. Et, tout. Et je lis ça. Et je termine et je dis quelqu'un qui est enfermé comme un chien et qui a encore de l'humour à ce moment-là ne peut pas être fondamentalement méchant. Il a été condamné à 15 ans. Oh putain. Libérable au tir de la peine, c'est-à-dire à 5 ans. Alors qu'il encourait la perpétuité. Il faut savoir que la perpétuité, aujourd'hui, c'est 30 ans plus un jour. Et libérable minimum à la moitié de ta peine, tu dois faire 15 ans. Donc j'ai sauvé une vie parce que pour moi, la prison, ça n'arrange rien, tu vois. Tu dois Ouais. payer, oui, mais ça Mais te réintègre pas dans la société, tu vois. ça te fait quoi le fait que, tu vois, aux yeux de tout le monde, cette affaire-là, les gens vont dire ouais, c'est n'importe quoi, la personne C'est elle a tué, etc. scandaleux, il a tué une vie, Alors il a que enlevé une c'est vie, ça. il faut que... Oui, mais Alors de ta perception, c'est beau, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est une forme de victoire. Et ton travail que tu fais à ce moment-là, il est exceptionnel, tu vois. c'est parce que je pars du principe que, je suis pas Dieu, donc il y a que Dieu qui peut réellement te punir. Au moment où moi j'interviens, je ne sais pas changer ce qu'il a fait, personne ne peut le changer. Et je suis persuadé que la prison ne va de toute façon pas, c'est Ouais, discours facile, hein, mais ouais. la prison ne va pas ramener la personne qui est décédée. Mais, comme disait un éminent avocat, j'ai connu à l'époque, Maître Clément de Cléty, qui avait été l'avocat de Nioul, peut-être pas de votre génération, de l'affaire Julie Mélissa. Ok, ouais. Il y avait un Ça, monsieur je là, connais, il a obtenu l'acquittement pour lui, Clément de Cléty. Clément de Cléty, qui une fois a fait un truc magnifique. Il était en cour d'assises, et en cour d'assises défendait Adam. Adam est celui qui a poignardé Joe Van Holsbeek à la gare centrale pour un MP3. Ok. Donc on en avait beaucoup parlé à l'époque. Il est là, il prend le micro. Et en commençant, il se tourne vers les parties civiles, vers la famille du gamin que son client a tué. Et il regarde la famille qui tourne le micro. Et il plaide pour eux en disant « Je ne vais pas vous dire que Joe serait devenu un architecte. » Il se met face à la famille, quoi. Donc je trouvais ça super... il fallait vraiment du cran, Ouais, il quoi. fallait de Et l'audace. de l'éloquence et de l'audace. Et donc, pourquoi je parle de Clément de Cléty Parce que c'est... Ah oui, lui, il disait en cour d'assises, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. On est tous perdants. Et donc, pour répondre à ta question, t'es là, ok, il y a un gamin qui est mort. Tuer un autre gamin psychologiquement, qu'est-ce que tu as gagné? Personne n'a gagné. Les deux familles sont malheureuses. Ouais. Tu crois que le gamin qui a fait ça, il dort, il est content, il dit chouette, j'ai tué un paquis? Mais évidemment que non. Moi, si quelqu'un, je vais le voir en prison, et qui me dit ouais, je regrette pas, je m'en fous, il a mérité, je dis gars, ciao, je ne vais pas te récupérer. Moi, je veux quelqu'un qui
Le dossier va dire s'il l'a fait ou il l'a pas fait. Mais à moi, il doit me dire ce qu'il a fait, ce qu'il a pas fait. D'accord? Comment un avocat pénaliste travaille? On travaille sur base d'un dossier. Moi, je m'en fiche de ce que tu as fait ou pas fait. Moi, je vais voir qu'est-ce que le dossier dit que tu as fait ou pas fait. C'est le dossier qui va me Mmh. dire exactement ce que tu as fait ou pas fait, hein. D'ailleurs, je vais citer un autre confrère, maître Sven Marie, m'a appris pas mal de choses. Sven Marie analyse un dossier en partant principalement de la téléphonie. C'est la téléphonie qui va lui dire ce qui s'est passé, c'est pas toi. C'est la téléphonie qui va dire tu étais à tel endroit, tu as fait ça, tu as fait ça et ça. Il demande d'abord au client quelle est ta version. Quand le client commence, il dit non, monsieur, là, vous étiez là. Ah ouais, ok. Téléphonie, c'est la chronologie des faits. Ton Ouais. téléphone va parler. C'est ça qui va vraiment faire la preuve. Donc, moi, je travaille sur base du dossier, je lis le dossier, je vais voir le gars et je dis qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, mais non, non, monsieur, ça, non. Ah, non. Et puis à un moment, il me regarde et dit ouais, maître, qu'est-ce qu'on va faire alors? Et donc voilà, c'est ce que le dossier permet de dire, mais moi, si quelqu'un vient, donc coupable, pas coupable, je vais Ouais. voir avec le dossier. D'ailleurs, pour en revenir un peu à l'actualité, ce qui se passe à Anderlecht, Ouais. règlement de compte avec des gamins de 19 ans qui sont là, la Kalachnikov, et Peter Boss et le feu là sur Anderlecht, ça va pas, quoi. Mmh. Je veux dire, ça va pas. Il faut que les autorités fassent quelque chose. C'est bien la preuve que le système n'a pas fonctionné. D'accord? Quand vous avez, on en parlait un peu là tantôt, vous avez un gamin qui en faisant le chouf, hein, vous savez ce que c'est? Ceux qui surveillent la cité pour voir Ouais. si la police arrive. Quand tu as un gamin qui fait le chouf, qui observe encore, qui donne le signal lorsque la police arrive, et qui reçoit 100 € par jour. Est-ce qu'il va aller travailler chez le Ouais. chef des frites pour 50 € par jour, à se faire crier dessus, il dit ouais, t'es mal rasé, Ouais. sors-moi cette poubelle. Et salam alaikum, mais il n'y a pas de merci et tu vas pas manger, hein? Non, hein? Donc, quand tu es d'origine étrangère, parents en situation pas facile, quartier dans lesquels pas facile, on va pas promouvoir les études, Mmh. puisqu'ils vont te dire, faut se mettre dans la tête d'un gosse, hein, il se dit, si j'ai le meilleur diplôme du monde, je vais avoir 2 000, 2 500 € par Ouais. mois. Si je fais le chouf, je les ai. Et je commence Ouais. à 100 € par jour. Après, j'aurai 200, 300 €. Et ils voient les gars arriver, faire de publicité, mais en Lamborghini, en Ferrari, Rolex, machin. Les gamins, Mmh. aujourd'hui, ils n'ont pas la patience, hein. Ouais. Il y a eu quelques dossiers en Belgique où, au lieu de s'amuser à vendre des stupes pendant 5 ans et devenir dirigeant, le c'est un boulot, hein. Mmh. Parce que moi, je vais pas promouvoir non plus, mais les vrais dirigeants de l'organisation criminelle, le gars, il dort pas, hein. C'est un stress permanent, c'est une gestion de Ah ouais, société, ouais. d'équipe, il risque sa vie, il est là, machin. D'ailleurs, à pas faire la différence, quand vous êtes avocat, vous travaillez pour eux à un moment donné, il faut pas croire que vous êtes avec eux, hein. Parce qu'à un moment donné, moi, je me rappelle, j'avais une fois fait l'erreur de demander un peu plus d'honoraires et le gars me dit: «Eh, c'est moi qui vais aller en prison, c'est pas toi, hein. Ou c'est moi qui est en prison, donc mon argent, c'est mon argent, hein». Je dis: «Mais ouais, c'est vrai, le gars, il a raison». C'est pour ça que les trafiquants de drogue, ils détestent quand la police, par exemple, saisit un peu plus que ce qui est marqué dans Ouais. le dossier. Il dit: «Maître, l'argent pour l'État, ouais, mais pour lui, non». Mmh. Donc il dit: «Donc ne touchez jamais à l'argent d'un trafiquant de drogue». Et tu as déjà eu, Hein? toi, des menaces ou des Ouais, moments, évidemment, on a eu des menaces, quoi. Évidemment, on a eu des menaces, quoi. parce que Par des disjonctés. ouais. Donc je disais: «Oui, par exemple». C'est bien, vous rebondissez sur certains trucs, quoi. Et donc menace, par exemple, un exemple. Tu sais, parce que ça me fait penser, petite parenthèse, à un avocat qui est connu en France. Je sais pas si tu as déjà vu, qui passe dans les Achaoui, là, émissions. Achaoui. Ouais, où lui, on l'a tiré dessus et tout Achaoui, à ça, l'époque, hein, mais celui qui a fait ouais. aussi 2 mois de prison. Il y a un bon livre aussi, on parlait de livres, là. Ah ouais, S'appelle 80 jours en prison, je sais pas quoi. Achaoui, ouais. Karim, Et lui et je lui pense, et lui, il ouais. disait que Il s'est fait justement, tirer dessus, on est ouais, dans le ouais. truc marseillais un peu plus simple, il me semble. Ouais, je sais pas si c'est ouais, ça doit être ça. Et lui, il expliquait justement que, bah, à force de travailler avec ce genre de personnes, parfois, tu tombes sur des disjonctés, comme tu dis, et ça peut être, Mais chaud, disons quoi. que c'est de nouveau, j'apprends ça, j'enseigne ça à un collaborateur qui travaille avec moi, c'est que quand tu vas avoir le contact avec le client, et j'enseigne ça aussi à ma secrétaire qui filtre un peu, c'est intéressant, c'est que ce que moi j'ai appris, quel que soit le client, mais surtout en stupéfiant, parce que c'est de là qu'on a les menaces. Mmh. C'est pas le gars qui a tapé sa femme. Ah ouais.
dès le début, il va instaurer un rapport de force. Ok. Quand il va te parler, ça passe par les honoraires. Tu donnes ton prix, il discute, c'est pas bon. Il essaie d'être au-dessus. Parce qu'un trafiquant, dans la rue, il donne des ordres. Il a des pions, c'est des fusibles. Ils peuvent sauter un burger. Le mec est habitué à donner des ordres et vite. Ok. Avec l'avocat, il va essayer d'avoir le dessus aussi. Donc, dans les premières minutes, il va y avoir un rapport de force qui s'installe. Ça passe par il va essayer de te tutoyer. Hmm. Tu dois laisser dans le vouvoiement. Il va essayer de te faire faire des choses que tu peux pas faire pour voir si tu es quelqu'un qui respecte tout à fait les règles ou pas. Et donc, il y a ce rapport de force. Il faut absolument que ce soit je reste au-dessus, soit au pire des cas, on est dans un rapport d'égalité. Ok. Il faut à aucun moment que je sois en dessous de lui. Je suis en dessous de lui, il va te demander de rentrer du shit. Hein. Ah Il ouais. va te demander de faire des trucs débiles, etc. etc. Donc dès le début, j'ai l'expérience maintenant, j'ai 50 ans. Ok. Je sais pas si c'est bon ça pour mon fan club. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Il faut absolument lui faire comprendre que c'est toi qui vas commander. Ok. Et donc, tu lui inverses les règles. Dans la rue, tu commandes, mais ici, c'est moi qui vais commander. Et si tu fais pas ça, moi, je me suis retrouvé avec des gars 4 mètres sur 4, il prend la table, il te met dans le coin, il te dit, ouais, Putain. c'est moi qui commande. Hein, en vrai. Évidemment, ce que j'aime bien dans le droit pénal, c'est que tu apprends à la dure. Hein. Ah ouais, Il n'y a ouais. pas un livre qui te dit, si tu fais pas ça, il va te mettre contre le mur. Non, quand tu es dans le mur, tu as compris. On a une autre anecdote. Quand j'allais voir les gars à la prison de Forêt, tu rentres dans le truc, tu as une chaise là-bas, tu as la table, et puis tu as une chaise ici, et puis tu as la porte ici. Et imaginons, voilà, tu as la porte derrière, tu es là, ton gars est là. Moi, je m'asseyais toujours du côté de la porte. Vient le gardien qui me dit, oui, la procédure, c'est pas ça. Il dit, vous devez être de l'autre côté, comme ça, s'il y a un problème, nous, on ouvre la porte et on sait l'intercepter. Je dis, s'il y a un problème, le temps que je t'appelle, il m'a déjà étranglé 10 fois. C'est ça, quoi. Donc moi, je préfère être très pratique. Et s'il commence à faire l'imbécile, je le coince avec la table et moi, je sors. Et après, tu viens, tu termines ton café et tu viens arrêter le gars. Mais d'abord, je sauve ma peau et les règles, on verra plus tard. J'ai aussi eu un mafieux italien, disant de la Camorra. Et là, quand tu as la visite prison, il y a ce qu'on appelle un contrôle visuel. Ok. C'est-à-dire que il ne peut pas venir écouter le gardien, parce que c'est professionnel. Il regarde par la petite vitre, hein, pour voir si tu lui donnes pas quelque chose ou je sais pas quoi. Donc il y a un contrôle visuel du gardien qui regarde pendant ta visite. Et quand tu sors, tu es fouillé, l'autre aussi il est fouillé, etc. Donc il disait qu'il appartenait à la Camorra. Hein. Corleone, il appelait à la prison, là, je te jure. Hein. Et donc j'allais, et c'était une chouette expérience. S'il nous entend, je pense qu'il est décédé. Je ne donnerai pas son nom. Je pense qu'il est décédé, mais il avait été l'Italie, Naples réclamait son extradition Ok. pour accomplir une peine de 30 ans de prison. Et donc, Ah, donc il était vraiment peut-être de la Camorra. je sais pas, On sait pas. on sait pas, mais en tout cas, il avait l'éthique, quoi. Ah Et il ouais. avait la manière de parler, et de donner les ordres un peu par là-bas, on va dire. Mais voilà, c'est des chouettes expériences, Et quoi. t'as- Et donc, je parle de Ouais, tout ouais. ça parce que vous parlez des menaces, et donc il faut absolument pas que le client comme ça prenne le dessus sur vous. Ça passe par plein de choses. Je veux, c'est urgent. Est-ce que c'est Maître Boutique qui va plaider lui-même? Donc, dans le rapport, et si le gars commence à... En fait, avec mon expérience, il y a des critères, il y a des Ouais. paramètres. Donc, quand je sens les paramètres, parce que qui va te menacer? Et c'est pour ça que les dossiers en espagnol, je fais très attention, colombien et autres. Quand tu parles en espagnol, c'est pas vraiment le vouvoiement. Le vous et le tu est la même Je parole. comprends, ouais. Et donc, quand tu parles en espagnol, il y a très vite une familiarité Ouais, qui une se crée. proximité, ouais. Et donc, tu ne vas être menacé que par celui qui pense que tu es devenu son ami. Hmm. Si tu restes avec le vous, il est à distance. Donc, c'est vraiment le parole, les paroles, le ressenti. Ouais, puis t'as une la forme manière, d'intuition aussi qui doit se développer avec ton expérience. Exactement, exactement. Et est-ce que, alors, petite question par curiosité, est-ce qu'il y a des types de personnes qui sont peut-être plus dangereuses que d'autres? Tu vois, par exemple, on parle souvent de l'Amérique latine, tu vois, on entend souvent les Colombiens, c'est les plus... Est-ce que c'est vrai ou ça dépend vraiment? Non, en fait, ça dépend du... Il faut... Pour l'instant, j'ai un Algérien qui semble être une grosse tête de réseau. On demande l'extradition vers l'Algérie. De savoir que... Et j'essaie de n'avoir plus que ce type de clientèle. D'accord. On est au-dessus des 40 ans. Hmm.
on est dans quelqu'un qui a fait son business. Il faut savoir Ouais. qu'en tant qu'avocat, quand je veux voir un gars à la prison, dans les premières minutes, son comportement, son faciès, sa façon d'être, je sais s'il a fait de l'argent ou il n'a pas fait de l'argent. Ok. Quelqu'un qui est en prison et qui n'a pas fait d'argent, il a une super angoisse. Il dit, j'ai laissé ma famille dehors sans un bal. Il est en Ah. angoisse totale. Quelqu'un qui a fait de l'argent, c'est un habitué. Tu arrives, bonjour maître, très respectueux. Bonjour. Si vous, ouais. C'est bien pourquoi on est là, hein, maître. Il prenait un café. Je sais bien que pendant 6 mois, vous savez rien faire. Tu vois. Mais les menaces, comme tu disais là tantôt, c'est quoi? C'est le sale gamin de 20 ans Ouais, ouais. qui vient des cités françaises, qui arrive ici. Il est là depuis une semaine et il crie. Donc les menaces, ce serait... Donc, je touche du bois. Il n'y a jamais un client qui a osé me toucher. Ouais, ouais. Donc, menace, pas menace, machin, etc. Alors tu dis, où est la dangerosité? La dangerosité, elle est où? Quand tu prends le casier judiciaire d'un gars, narco, etc., tu vois qu'il a des condamné pour torture, pour trafic international. Ça. Tu sais que quand il va te donner une menace dans les yeux... Ah ouais, Bon, ça. mais c'est même pas compliqué. Je te disais, attends, les grands bandits, l'ancienne génération, ils ont un énorme respect envers l'avocat. Et il sait qu'il a besoin de toi. Hmm. Donc c'est une question de respect. Ouais. Si tu respectes, il te respecte. Si tu fais l'imbécile ou tu le laisses faire l'imbécile, il va te menacer. D'accord? Il n'y a aucune raison de menacer. Je fais le travail. Ouais, ouais. L'argent, c'est pour le travail que je fais. C'est toi qui as comme il est fait, c'est pas moi. Mais si tu commences à dire au client, je vais te sortir dans une semaine parce que je connais le juge et c'est n'importe quoi, et que tu lui prends son argent, là, je suis désolé. Enfin, s'il y a des avocats qui font ça, ils doivent être menacés, c'est logique. Mais on va jamais te menacer quelque part si tu n'as rien fait. Sauf, le seul cas de figure, et c'est pas vraiment le casier qui parle, c'est l'état mental de la personne. Si la personne est quelque part délirante ou tu vois qu'il n'a pas les mêmes codes que toi, il va oser te menacer parce qu'il s'en fout. Et alors, moi, on me disait une fois, ouais, ton travail, c'est quand même pas facile. Parce qu'on dit, ça résume très bien l'avocat pénaliste. J'aimerais pas faire ton travail. Tu dois tous les jours, tu dois tous les jours aller chercher l'argent dans la poche du diable. Putain, là. Et je me dis, c'est tellement vrai, quoi. Tu sais, ils sont super intelligents. Hein. Donc, s'il y a moyen de ne pas te payer, il va pas te payer. Hein. Ah S'il y a ouais. moyen de payer avec des faux billets, il va te payer avec des faux billets. Hein. S'il y a moyen, tu sais, des petites organisations, ils te font croire que l'argent est chez l'un qui va te payer chez l'autre. Le temps que tu fasses ton petit procès, c'est comme moi, il y en a, ils te payent pas. Et puis, la veille de l'audience, il dit, ah, mais j'ai l'argent, vous donnerez demain. À l'audience, pourquoi comme ça, tu as fait tout le travail. Et quand tu arrives à l'audience, ben, tu as quand même fait le travail. S'il donne une cacahuète, tu la prends, quoi. Et moi, je lui dis, t'as pas l'argent aujourd'hui? Non, ah, ok. Tu peux m'expliquer ce qui va se passer pendant la nuit pour que tu aies l'argent demain matin, quoi. Hein? Ah ouais, non, ça, j'avais pas pensé. Ou le type, il dit, je peux payer en 2 fois. Ouais, ouais. Donc là, maintenant, tu as vraiment besoin de moi, mais le deuxième paiement, tu vas le faire quand tu es sorti de prison et que tu es à Punta Ah, Cana. Punta Cana. Tu vas m'envoyer un Western Union, très certainement. Hein? En parlant de ça, haute boutade. Un Bulgare, une fois, me fait un Western Union, 3 000 à 4 000 euros. Je vais à Avenue Louise où il y a un Western Union, je viens avec les codes, là, vous connaissez, pour toucher l'argent. La femme du Western Union, elle me dit pas, oui, mais c'est quoi? Comment c'est quoi? C'est mes honoraires, je suis avocat, voilà ma carte d'avocat. Ouais, mais vous avez la facture qui correspond. Quoi? Mais madame, je comprends pas. Enfin, on est aux impôts ici, je comprends pas bien. Hein? Eh ben, ça, c'est pas normal non plus, hein, de le côté. Et donc, les menaces, voilà, les fois où vraiment on a eu des menaces, où j'ai eu des menaces, c'est signé, daté, le gars, il te dit, mais bon, il vient pas, quoi. Moi, j'ai toujours Ouais. appris que quelqu'un qui menace, il fait rien. Ouais. Quelqu'un qui fait quelque chose, il vient, tu vois, et directement, il fait. Mais comme moi, je sais que j'ai pas fait des choses à ce point qui méritent que, tu vois, je dors tranquille. Moi, je préfère toujours un rapport d'homme à homme. Il y a un problème, tu sais, des gars font la téléphone à la prison, puis ils commencent à me menacer. Je dis, écoute, Mohamed, calme-toi, je vais venir, je comprends que tu es nerveux, tu vois. Et tu vas, et tu dis, voilà, qu'est-ce qui se passe? Ouais, excusez-moi, mais la plupart du temps, ils s'excusent. Ouais, Hein. ouais, ouais. Juste après, ils s'excusent, mais il faut quand même de nouveau psychologie, humanisme. Vous savez, le gars est en prison. Parfois aussi, ils essaient d'avoir 6 avocats. Moi, je me dis, je jette pas la pierre parce que peut-être que si j'étais en prison, c'est la loi de la jungle, etc. Tu vas tout essayer pour sortir de prison. Si Ah ouais, tu c'est peux ça. avoir 4 avocats, tu vas essayer. Donc, il faut partir du principe que le gars, c'est un roublard quand même. Il y a la ruse, quoi.
Et l'intelligence de la rue est beaucoup plus dangereuse que l'intelligence des diplômes, quoi. Tu sais, l'intelligence de la rue, c'est un œil, une observation, le comment tu as bougé, qu'est-ce que tu as dit. Et franchement, les plus sophistiqués, J'aime ce bien le mot. sont les escrocs, quoi. Ah ouais. Un escroc, l'autre fois j'en ai encore eu un, il vient dans ton bureau, tu fais la consultation, tu demandes ton prix. Il dit, maître, vous avez le Payconic et tout. Ça ressemble à un bureau de comptable ici. Hein. Oui, non, mais Payconic, ouais, ok, bah, si vous voulez, parce que moi je sais pas comment ça marche, ouais, donnez-moi vos GSM, je vais vous montrer et tout. 100 €, je crois, la consultation. Il te fait le Payconic. Tu vois sur ton GSM qu'il y a la ligne verte. Moi, je Ouais. connais rien. Ça te fait clic, clic, machin, c'est bon. Il est là, j'ai son nom, j'ai son GSM, j'ai son dossier. Où tu vas aller? Il sort. Ça me sort de la tête. 3-4 jours après, je regarde. Il avait rien versé, le gars. Rien versé du tout. Hein. Donc, tu vois, je sais plus, c'est aussi Badinter qui racontait une fois. Il dit, ouais, j'avais un très bon client. Il vient dans ma salle d'attente. Encore un peu d'argent. Frère, machin. Et dans la salle d'attente, j'avais un beau vase chinois. Il me dit, il a disparu. Hein. Parce que parfois, moi, je rigolais, tu vois. J'allais assister les gars devant le bureau de police. Enfin, c'est un couloir, juge d'instruction. Il ramène les mecs détenus, tu vois. Et tu rentres dans le bureau du juge, quoi. Et c'est des couloirs où ils vont tous venir me noter. Enfin, pas de problème, quoi. Et des fois, pour rigoler, tu vois, je suis là. Je dis, je dépose mon sac. Et alors, je vais pour rentrer. Et je dis à la juge, je dis, ouais, c'est safe, je peux laisser mon sac ici, il n'y a pas de voleur. Hein. Tu vois. Ou parfois, quand j'arrive à la prison, ça m'arrive à l'époque, j'arrive à la prison de Saint-Gilles. J'arrive devant le gardien, là. Oui, maître, bonjour, vous venez pour qui, tu vois? Et je te jure qu'une fois, je l'ai fait. Je viens pour de la Bruyère Jean-Paul, Franz van Eekhout et hein. Il me dit, ah ouais. Je dis, non, je rigole, hein, je viens pour Rachid, Farid et trucs, arrête, hein. Tu vois bien quand je donne le troisième nom qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hein, en vrai. Donc ça, c'est aussi un constat de la réalité, c'est que malheureusement, beaucoup de détenus, je dirais 80%, en prison avec des noms à consonance étrangère, quoi. Je parlais avec une avocate française, elle me dit, tu sais, en France, il y a autant de Français de pure souche que d'étrangers. Hein. Il dit ici, prison bruxelloise, c'est vrai que c'est beaucoup Albanais, Turcs, Marocains, Algériens. Bon, souvent nés ici, hein, tu vois, mais le bon Jean-François de la Bruyère, il est pas là, ou quand il est là, c'est parce qu'il avait les mains baladeuses Ouais, sur les moins de ouais, 15 ans ne ouais. peuvent pas connaître, quoi. Ouais. Tu vois? Quelque chose comme ça, Et quoi. toi, tu as vécu, on en a parlé tout à l'heure, mais quand tu es devenu avocat, le fait que tu sois étranger, que tu as un nom de consonance étrangère, comment toi tu l'as vécu ça justement? Ben, disons que pff, sans non plus être dans le cliché, quoi. Je vais donner deux, trois exemples. Après, ça passe, mais deux, trois exemples. C'est bien vous poser cette question. Pour un peu cracher le venin, c'est que un bête exemple. Tu es avocat. Alors à l'époque, je mettais pas un pull sweat ou machin, la cravate. Je suis arabe, mais je suis avocat, quoi. Hein, donc la cravate pour les barrières. J'arrive au palais de justice. Quelques anecdotes. Hein. J'arrive comme ça au palais de justice, à l'accueil. Donc il y a la femme de l'accueil. Hein. Je dis oui, bonjour, voilà. J'aimerais bien aller à la bibliothèque des avocats. Je vais faire une recherche. Est-ce que vous pouvez me dire où se trouve la bibliothèque des avocats? Vous êtes avocat? C'est pas ça la question. Elle est où Putain. la bibliothèque des avocats? Autre anecdote. Je vais à la prison, Forêt ou Saint-Gilles, peu importe. Tu arrives à la prison, tu as plusieurs avocats qui font la file, chacun demande après. Hein. Et à tour de rôle, ils se prennent tous du oui, maître, oui, maître. Et quand Bibi demande pour le client, hein, oui, monsieur, excuse-moi, j'ai pas le même diplôme que ceux qui sont là. Ça va t'arracher la gorge de dire maître. Oui, non, non, je te le dis, voilà, après tu fais ce que tu veux. Voilà. Donc, un autre magnifique boutade. Je suis à la prison de Forêt. J'attends mon client. Le client n'arrive pas.
j'attends, le client n'arrive pas. Je me dis, j'appelle le gardien une fois, deux fois. Je dis, écoutez, j'ai appelé mon client, comment ça se fait qu'il vient pas? C'est quel parloir? 4? Ouais, attendez. Dis, tu m'envoies El Abouti ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il n'arrive pas, El Abouti? Oh El Abouti, putain. c'est moi, je suis l'avocat. Qu'est-ce que tu. Quoi? Hein? Ou une fois, je vais faire une audition magnifique, quoi. Dans un commissariat, j'arrive faire l'audition, tu vois. Je suis habillé normal, mon client il est habillé un peu plus costume. On commence l'audition. Je suis l'avocat, j'ai donné ma carte d'avocat, donc elle voit bien, je donne ma carte, elle est là, de ma carte d'avocat. Et l'autre associé, ouais, peut-être un peu moins. Et donc, il est là, tac, tac, on commence l'audition. Je vois après la deuxième, troisième question, je dis, non, mais moi, je suis l'avocat, hein, c'est lui, en fait, hein, l'accusé. Ah, ah oui, ok, désolé, maître, mais je t'ai donné la carte quand même. C'est grave, quoi, tu vois. Donc, il y a comme ça, c'est difficile à accepter, mais avec le temps, vous connaissez plus mon nom, Ouais. etc. Je veux dire, après, je ne vais pas donner des leçons de vie non plus, mais euh, quand quelqu'un est un peu plus. Le racisme et tout ça, je pense que c'est beaucoup plus pour la personne primaire, hein, qui va regarder dans l'assiette de l'autre et qui va Ouais. dire si j'ai pas de boulot, c'est à cause de l'étranger. C'est quelqu'un qui se laisse manipuler. Un juge, un procureur, quelqu'un qui a étudié, il passe au-delà de ça. Ouais, Hein, bah oui. et il t'apprécie pour les mérites. Moi, je trouve que c'est dommage qu'on n'est pas dans une société où c'est au méritant, quoi. C'est au mérite. Il faut classer les gens en fonction du mérite, pas en fonction de la couleur, de la nationalité. T'as un diplôme, on a le même diplôme, on y va, on a bossé. Hein. Mais venir dire, ouais, celui-là, hein, ça me rappelle l'autre fois, quoi, quand je vais à un Mister Cash et je dois mettre de l'argent parce qu'il y a la TVA à payer et ça me stresse et je fais la bonne communication et je paye et je suis là dans la file d'attente et il y a une femme derrière moi, me pousse et me dit dites, il y a des gens qui travaillent, hein, Putain. alors que tu sais que tu es déjà en train de payer des taxes, que peut-être c'est pour payer son Ah ouais, CPS, c'est quoi, ça, tu vois. quoi. Donc, il y a des choses qui vont pas. Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas faire abstraction de l'origine à un moment donné, de dire d'être plus intelligent, dire celui-là, s'il est devenu avocat, celui-là, s'il est devenu médecin, c'est que quand même, parce que tu sais, les gens, ils sont racistes, hein. Mm. Ouais, les Arabes, machin. Mais quand ton médecin il te soigne, il est arabe, c'est pas grave, hein. Ah ouais. On dirait que parfois la profession, ça enlève tout ce que tu n'étais pas. Ça me rappelle toujours à l'époque, j'avais une copine bleu-blanc belge tranquille, je suis chez elle et les parents ils boivent un petit peu de vin rouge et tout le monde est tranquille. Donc, discussion, ouais, l'autre fois dans l'avenue là, il y a eu un vol arrachage de sac. Ouais, c'était encore une fois un arabe, hein. Type lève les yeux, il dit ouais, non, mais toi c'est différent, quoi. Tu vois. Et c'est pour ça que vous avez de plus en plus on va dire de racisme, je veux dire, contre-dirigé dans le sens où les étrangers deviennent eux-mêmes racistes des autres étrangers parce Mm. qu'ils se disent, et il y a de plus en plus, l'autre fois, je parlais avec un chanteur de rap français, mais d'une cinquantaine d'années, ils ont fait leur taf. Il faut absolument que je retrouve leur nom, sinon il va me tuer. Euh, Connu? ils étaient, désolé mon ami, le groupe s'appelait Truand de la Galère. Ok. Le triomphe de la galère, et donc il fait ses propres logos, tu vois, les Mm. t-shirts et tout. Il est dans cette mentalité-là, quoi. Et l'autre fois, il y avait une vidéo TikTok et on voit l'arabe ou maghrébin ou peu importe quoi qui est là et à un moment donné, dans un magasin normal, quoi. Et il y a un tenancier pakistanais ou asiatique qui est là, tu sais, qui fait son taf, il n'a rien demandé à personne. Et cet étranger qui est là, un grand, jeune, vingtaine d'années, long, là, en train de rouler un joint dans le magasin. Il fume le joint, il marche et le gars lui dit: «Dans mon magasin, tu vas pas fumer», hein. Et il commence à l'insulter, tout est filmé sur les réseaux. Il commence à taper dans le tenancier et ce gars ici, truand de la galère, dit: «Regardez, enfin, c'est quoi ça? Mm. C'est normalement, il y a l'éducation, les amis. Si tu veux fumer, à la limite, tu fumes chez toi, on s'en fout, mais tu viens pas fumer des joints dans un commerce alors que le gars il est en train de gagner sa vie. Et s'il te dit, monsieur, tu fumes pas ici, tu sors, bah tu sors, quoi. Respecter les règles, quoi. Tu vois? Donc, on pourra
parler des heures et des heures. Ouais. Pour moi, ça vient de l'éducation des parents. Je suis l'exemple vivant que même avec des parents analphabètes, une ancienne génération, peuvent tenir la baguette droite et dire « Mon fils, je veux pas avoir de rouge dans ton bulletin. Il n'y a pas d'échec. Moi, je ne sais pas t'expliquer l'algèbre, etc. Mais voilà, j'ai payé un prof en cours du soir qui va t'expliquer que. » Et la persévérance et ne pas lâcher l'affaire et s'occuper de son fils ou de sa fille comme si c'était toi-même. Pourquoi il y a moins de problèmes avec les filles, hein? C'est vrai. Et donc, le problème, quand moi je vais en prison, je vois des gars, très souvent, il n'y a pas de père, quoi. Et la mère ne peut pas jouer le rôle du père, le beau-père non plus. Le père doit jouer le rôle du père, quoi. Et toi, En vrai. tu conseillerais quoi aux enfants même? Tu vois, par exemple, ici, tu as un jeune de 16 ans, par exemple, qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Tu donnerais quoi comme conseil? Moi, je lui dirais, lis, quoi. Parle avec des gens, des autres gamins qui se lèvent à 7 h du matin et pas celui qui se lève à 10 h. Ne parle pas avec celui qui a décroché l'école. Entoure-toi des bonnes personnes. Tu vois. Lis des bouquins. Alors, ils sont là avec leur TikTok. Là. Enfin, ça, c'est la révolution. TikTok, quoi. Je veux dire, tu perds ta vie là-dessus, quoi. Un peu de réseau, un peu de ci, un peu. C'est idiot. Mon fils, par exemple, je lui ai acheté un GSM Il a iPhone, quel âge? voilà, un iPhone Apple. Donc, si jamais on veut m'offrir un iPhone, je rigole. Donc, un iPhone Apple, il a 13 ans. 16 ans. Quand il avait 10 ans, je lui ai offert un iPhone et je lui ai mis le correcteur orthographique. Ouais. Et tout le monde me dit « Ouais, t'es fou, ton fils, il a que 10 ans, un GSM, c'est trop tôt. » Mon fils écrit parfaitement. Il a une orthographe impeccable. Pourquoi? Parce que les gosses enregistrent l'écriture. Tu sais, Ouais. leur cerveau est frais et tout. Et donc, moi, je dirais, par exemple, aux gens, voilà, achetez un GSM à vos enfants avec le correcteur d'orthographe et apprenez-leur à bien écrire, à envoyer des messages. Et tu sais, se focaliser sur la bonne orthographe. Moi, j'ai dit à mon fils, le plus important dans la vie, c'est l'orthographe. Tu vas être jugé toujours en fonction de comment tu écris. Et moi, je ne sais pas, j'ai dû avoir un traumatisme en français où tout le monde a dû rigoler de ma gueule pendant le cours. Ah, tu vois. Et ça m'a traumatisé. Et depuis lors, je me suis dit, écrire mal, c'est la honte. Et donc, géographie, j'étais mauvais et tout, mais l'écriture française, j'ai toujours essayé au maximum C'est de faire grâce une à tes bonne cours de orthographe, latin. quoi. Ah. Ouais, peut-être que le latin, Madame Bill, elle s'appelait B-Y-L, elle doit être décédée depuis longtemps, la pauvre prof de latin. Mais lisez. Moi, je dirais lisez. Ouais. Lisez des bouquins. Bonne orthographe, ça ouvre l'esprit. En plus, tu as donné quelques bouquins intéressants à lire. On les affichera évidemment dans la vidéo. Ouais, c'est en lisant pour moi que. Qu'est-ce qu'il y a comme bouquin Tu as parlé de Nietzsche. Tu as lu un petit peu Nietzsche? Nietzsche, ouais. Nietzsche, Ainsi parlait Ouais, Zarathustra. je suis en train de le lire justement. Comptez. Mais en tout cas, je te remercie. Enfin, on te remercie vraiment infiniment d'être Bah, c'est venu. moi qui vous me remercie parce que grâce à vous, là, j'ai fait une séance de psychanalyse voilà, c'est ça. gratuite. Hein. Et Ça m'a permis de découvrir un peu Liège. C'est vrai. Voilà. Le Et- whisky est très bon. Ouais, hein, je rigole. C'est de l'eau. Hein. Non, mais tu vois, grâce à toi, je Ouais. pense que ça va vraiment inspirer beaucoup de personnes. Déjà, nous, enfin, moi, personnellement, ça m'a vraiment beaucoup inspiré. Ça va aussi impacter beaucoup de personnes. Moi, Surtout j'espère les jeunes. vraiment nourrir des vocations. Quoi. Il faut que les gens étudient, les amis. Les gars, étudiez, les gars. Là, Étudiez. on a une vraie leçon Les de. gars, étudiez, lisez des bouquins. Alors évidemment, ça n'a pas été toujours facile, mais voilà, je l'avais tatoué ici, la persévérance, quoi, les Ouais. gars. La meilleure arme, c'est la persévérance, Ouais. quoi. Tu auras du monde en fonction de ce que tu as donné. Donc, à un moment donné, je disais, moi, ouais, mais est-ce que je dois étudier 8 heures, etc. Le gars dit, en tout cas, tout ce que tu étudies, ça t'apportera rien en moins, ça te retirera rien. Donc Bah pour ouais. moi, je crois dans le travail. Moi, quand j'ai étudié, à un moment donné, j'étais enfermé dans une chambre, il faisait chaud, été, les gars allaient au parc, ils partent en vacances. Moi, je suis resté enfermé dans la chambre et j'ai étudié. Je suis pas plus malin qu'un autre. Moi, j'ai commencé le droit. Je savais pas ce que c'était une hiérarchie. Et moi, j'allais dans le dictionnaire à un moment donné, et quand je regarde définition, je vais regarder la définition de la définition de la définition. Je restais 1 heure dans le dictionnaire. Donc, je viens vraiment d'un cerveau. Quand vous avez fumé tous les 2 jours, etc., les neurones, ils ont disparu. Donc, moi, j'ai commencé première année de droit avec presque plus de neurones. Hein. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment... Et je pense qu'il y a beaucoup de personnalités, etc., qui ont réussi, qui tiennent le même discours. Et je pense notamment à notre ami Jean-Claude Van Damme, dont tout le monde se moque. Putain, si ça, c'est pas la persévérance. Le gars, il part aux États-Unis, il parle même pas anglais, il toque à toutes les portes, etc. Et aujourd'hui, tout le monde se moque. Moquez-vous.
Dites qu'il est fou. Comme je disais tantôt, mon frère qui dit ouais, mais tu vois, c'est un psychanalyste, c'est fou. Ouais, ben toi, continue à fumer des joints, je m'en fous, quoi. Donc, c'est vraiment pour moi l'arme. Il y a Ouais. 2 armes. La persévérance et le pire n'est jamais certain. J'apprends ça à mes collaborateurs. Le pire n'est jamais certain. Pourquoi? Dernière leçon de vie, et après j'arrête de t'ennuyer. Ah, tu m'ennuies pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux avoir peur que de quelque chose qui va arriver. Tu peux pas avoir peur de quelque chose qui est arrivé. Si tu réfléchis bien, oui, il y a les peurs primales, il y a la peur instinctive. Si tu vois du feu, oui, tu vas avoir peur. Mais en général, tu as peur de ce qui va arriver. Ouais. Tu te dis, par exemple, j'ai pas bien étudié, il va y avoir l'examen, je vais le rater. Ma philosophie de vie à moi, c'est quand tu commences à avoir peur, tu t'arrêtes et tu te dis, ça a autant de chances d'arriver, de pas arriver. Et quand tu paniques, ton cerveau imagine le pire. Or, tu dois te dire, le pire n'est jamais certain. Il a autant de chances d'arriver que de pas arriver. Mm. Et quand tu penses au pire, ça paralyse ton cerveau et ça te bloque, tu ne fais plus rien. Tu vois, donc, les gars, n'ayez pas peur. Foncez, étudiez, persévérez. Tout le monde peut y arriver. Et t'en es la preuve. Si je suis arrivé avec des parents analphabètes, hein, en ayant un passé, je vais dire, de substances illicites et de choses comme ça, et que j'ai recommencé à 24 ans, c'est la preuve que tu peux y arriver. Ouais. Le médecin disait aussi à un moment donné, il dit, ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux le restant de ta vie, une survie. Tu veux compter tes petits euros. Tu sais, c'est horrible de se dire qu'un jour, peut-être tes enfants, ils vont aller faire les courses. Et tu dois regarder le prix des spaghettis. Ouais. Et tu dois regarder si tu as assez dans ta poche et dire c'est combien? 4,28 €. C'est quoi? Cette fois-ci, on va pas prendre cette sauce. C'est horrible, quoi, de pas pouvoir choisir tes aliments parce que tu n'as pas étudié, quoi. Hein. Et donc, souvent, le médecin, le psy disait, ben, si tu continues comme ça, il n'y a pas de problème. Mais tu préfères quoi? Étudier pendant 5 ans et le restant de ta vie, c'est une vie? Ou ne pas étudier pendant 5 ans et le restant de ta vie, c'est une survie? Parce que tu vas que survivre le restant de ta vie. Ça va être une survie de tous les jours, ton petit paquet de cigarettes, ton petit appartement, ta petite voiture, ta petite machin. Donc, oui, c'est dur d'étudier à 18-19 ans parce que on veut s'amuser, etc. Je l'ai fait. Mais dites-vous, quelque part, 19-20 ans, 5 ans, on te demande de t'enfermer dans une chambre et d'étudier pendant 5 ans, de 20 à 25. D'accord? Tu t'enfermes dans une chambre et tu étudies de 20 à 25, de 25 à 80 ans, d'accord? Tu vas pouvoir t'acheter une belle montre, tu vas pouvoir faire des belles vacances, tu vas pouvoir avoir une belle voiture. Alors, ça ne vaut pas la peine, les gars, d'étudier 5 ans, c'est pas 10 ans, 1000 ans, c'est 5 ans, 6 ans. Vous étudiez 6 ans, à 26 ans, vous êtes encore jeune, vous avez toute votre vie devant vous pour que vos fils aient par après des belles études, pour que vous ayez des belles vacances et que c'est fini la galère de tous les jours de se réveiller et de dire « Putain, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Il me manque 1 €. » Je m'enflamme, mais tu vois, Non, c'est mais c'est la réalité. vraiment ça, C'est vrai. quoi. C'est vrai. Sacrifiez votre vie, nourrissez votre cerveau. Ce que tu as ici, même l'huissier ne peut pas te le prendre. Remplis ton cerveau de choses positives qui vont être une carte de visite pour te battre après. Dans la vie, c'est 5 ans, les amis. 5 ans, c'est rien du tout. 20, 25, réfléchis, 25 jusqu'à 80, c'est 55 ans. Tu veux quoi? 55 ans de, je sais pas, je dois regarder le prix, ce truc-là, je peux pas l'acheter. Les vacances, on va prendre les promos all inclusive en Turquie. Les gars, hein? 5 ans, et il n'y aura pas de prison ni rien. Parce qu'ils vont me dire, ouais, mais 1 an, machin, et puis j'ai ma Lambo, et je vends du shit, et ça va plus vite. Ouais, et quoi? Tu crois que toute ta vie, tu vas regarder derrière ton dos, si le GSM, il est là, les clés, et un stress, tu veux quoi? Tu vas avoir un super stress que tu vas ramasser une balle de Kalachnikov, et que tu vas vendre des stupes, et que tu vas tuer des gens en vendant de la cocaïne, etc. Et que ça, c'est une vie... Là, tu as commencé déjà la survie à 20 ans. Si tu l'as même pas commencé à 25, là, tu l'as commencé à 20 ans, ta putain de survie. Donc, s'il vous plaît, lisez, étudiez. La seule chose qui paye dans la vie, putain, c'est le diplôme et c'est ce que tu as acquis dans ton cerveau. C'est ça qui va te faire affronter toutes les épreuves futures de la vie sereinement, quoi. Tu vois? C'est juste, hein, quand même. Ah, moi, je suis totalement d'accord et aligné avec ce que tu dis. Hein. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu as Instagram? Tu as ton site internet? J'ai Instagram et le site internet. Alors, le site internet, c'est comme mon nom, c'est-à-dire 3 fois On le mettra aussi sur la vidéo, c'est ça. 3 fois w.elabouti en un mot.com.
Et alors l'Instagram, il n'y a pas de miracle non plus. @amit, elle aboutit Super. en un mot. J'invite Voilà. tout le monde vraiment à te suivre sur tes réseaux parce que franchement, j'ai un Et si immense. quelqu'un veut m'envoyer un mail Voilà. ou un truc, bon après, on bosse aussi, hein, les Ouais, gars, on tu vois. bosse. Mais je veux dire, un Non, petit mail, un petit conseil, mais si quelqu'un veut, par exemple, me suivre pendant 1 ou 2 jours, aller dans un tribunal pour que ça soit Ouais. plus parlant, ou quand j'ai une cour d'assises, venir assister à la cour d'assises, si je peux être un filtre ou un tremplin, pour ici, c'est la première étape, aller vers une deuxième étape, sûr, ouais. tu vois, c'est vraiment avec plaisir, Ouais. quoi. En tout cas, merci beaucoup encore une fois. Et, Merci à vous, merci à vous. Et franchement, abonnez-vous, mettez des commentaires, allez le suivre. Et je pense qu'on entendra encore parler de toi, je pense. Bah, Autre part j'espère. que dans la presse et dans les médias, parce que je pense que tu devrais faire des podcasts plus souvent. C'est Et vrai, c'est raconter, gentil. clairement. Bah, si ça vous a passionné, je crois qu'on a passé plus de 2 heures. Ah, mais là, on aurait pu Franchement, encore parler ouais, mais on n'a 5 pas heures, vu je pense. passer le temps. Ah non, Franchement, mais j'ai c'est- l'impression que J'avais c'est plein un de quart d'heure, sujets. 20 minutes. J'avais tu plein de vois. sujets, mais je me dis, on pourrait en parler pendant 10 heures. Mais comme ça t'obligera à revenir. Avec grand plaisir, En franchement. tout cas, merci.